Éducation, la base, est un mouvement qu'on peut vouloir délégitimer en disant c'est pas légal et tout. Moi, je l'ai entendu plein de fois et partout et ici. Mais à toutes les fois où on va se mettre à considérer que ce n'est pas légal ou ce n'est pas bien organisé et donc ce ne sont pas des interlocuteurs, vous voyez, on aura ce type d'incidence. Pourquoi? Et je continue un tout petit peu. Allez-y. Parce que, et malheureusement, les gens ne comprennent pas que dans une situation de crise, parfois la légitimité, elle est plus à regarder que la précision de la légalité. Pourquoi SOS Éducation, la base, persiste? Parce que, au fond, il y a une crise qui dure. Et cette crise qui dure, elle a fait que, en allant discuter avec les autorités, on a des promesses et on n'a pas des choses qui soient concrètes. Et même lorsqu'on a des choses qui sont concrètes, elles ne sont pas rendues lisibles et visibles par tout le monde. Parce que, je le précise, par exemple, dans la corporation à laquelle j'appartiens, il y a des choses qui sont simples. La carrière d'un enseignant, c'est un recrutement, une intégration, une titularisation et des avancements. Mais à partir du moment où ces dossiers-là, ces fiches-là, les enseignants ne les ont même pas et qu'on leur promet, alors que chaque étape qui est passée, elle doit vous donner droit à un support physique parce que l'administration est d'abord écrite. Vous comprenez bien que les gens sont réticents. Les gens sont réticents pourquoi? Et là encore, c'est parce que l'histoire de notre pays, elle est tellement courte qu'elle nous enseigne très bien. On sait que par le passé, il y a eu des engagements verbaux de la part des entités et des institutions politiques, mais qui ne se sont pas concrétisés. Et donc, vous voyez bien, il faut lire les choses à la base. Quand vous avez un mouvement qui part avec un slogan qui est simple, tout ou rien, vous voyez, et que ça n'interpelle pas les gens, et que les gens font les débats que moi, désolé, j'appelle superficiels, en disant mais ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas bien gouvernés, ils ne sont pas bien structurés. Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas regarder la situation avec la vérité qu'impose le moment. Et cette vérité, malheureusement, elle rejaillit dans ce que tout le monde peut voir aujourd'hui, c'est que sur 9 provinces au Gabon, vous voyez, il n'y en a que 3 dans les 9 qui ont décidé de suspendre encore. Vous voyez, je dis bien suspension. Or, la suspension, elle suppose quoi? Je termine par là. Très rapidement. Elle suppose que d'ici à cette fin du mois, si les choses ne sont pas concrétisées, vous voyez, ils risquent à nouveau de rejoindre les 6 autres qui, jusqu'alors, n'ont pas suspendu. Et donc, pour tout dire, on n'est même pas au début de la sortie de la crise. Au contraire, on fait du saupoudrage. Très bien, on fait du saupoudrage. Geoffroy Fumula Libeka, pensez-vous comme M. Jérémy Ovonongema qui estime qu'on a affaire à un langage de sourds entre les enseignants et le gouvernement mené par Brice Clotaire de Guiguema? Ou peut-on dire que cette fragilité ou encore cette décrispation de ce mouvement de grève, si on s'en tient aux images ce lundi, est due aux avancées et aux mesures prises par le gouvernement? Je reste convaincu qu'un langage de sourds ne peut pas mener une variable à justement jouer ce rôle de variable. Partir de 100% de mouvement SOS Éducation sur l'ensemble du territoire qui décide de ne pas aller en cours, et après quelques discussions, avoir aujourd'hui 6 sur 9 provinces qui décident de rester en grève. On a 3 qui décident de suspendre le mouvement. Cela sous-entend qu'il y a un langage qui n'est pas sourd, qui est entendu, mais entendu diversement, selon effectivement la population en face. L'autre chose, je dis tout le temps, il faut qu'on arrive à rendre hommage à nos enseignants. Parce que ce sont eux qui nous enseignent la logique. Moi, j'ai écouté tout à l'heure Jérémy dire la légitimité doit primer sur, en gros, doit primer sur la légalité, en fonction des circonstances. La légitimité doit primer sur la légalité, oui.
La légitimité est ce qui a permis à ce que ce langage, cet échange, ces négociations puissent avancer. Parce que si la partie en face restait focus sur la légalité, il n'y aurait même jamais eu d'entente ou encore de dialogue entre SOS Éducation qui, dont les revendications sont légitimes, mais dont l'organisation n'est pas légale parce qu'on ne répond à aucun cadre juridique. Je ne dis pas ici que la légitimité ne s'y est pas. Je l'ai dit dès le départ, les revendications sont légitimes, mais le cadre qui porte ces revendications est illégal. Or, il faut arriver à concilier justement la légitimité et la légalité. Pourquoi? Et là, je réponds à Jérémy, qui disait oui, en fonction des circonstances, il est important d'écouter. Oui, c'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que nous, en tant que parents acteurs, nous observons. Mais quel est le constat, contrairement aux syndicats? Le constat est qu'aujourd'hui, par émotion, vous avez le mouvement qui vous dit voilà nos représentants. Pour peu que ces derniers aient un premier échange, quand ils reviennent, non, ils ne sont plus nos représentants, on change d'autres. Demain, quand les autres partent, ils reviennent, non, ce ne sont plus eux, on change d'autres. Mais comment voulez-vous évoluer si à chaque fois vous ramenez la discussion au point zéro? Donc là aussi, il y a une responsabilité. Ce débat, nous ne l'aurons jamais eu si on avait en face une organisation qui est structurée, dont les responsables sont clairement identifiés. Je suis sûr et certain, Jérémy ne dira pas le contraire, la première action d'une AG, c'est de valider des statuts et des règlements. À la limite même de valider une charte, si c'est un mouvement. Je ne connais pas la charte, je ne connais pas les statuts, je ne connais pas le règlement. Ce qu'on observe et ce qui vaut lieu de charte, de statut et de règlement, ce sont les rassemblements spontanés. On se retrouve aujourd'hui, tout le monde arrive, on décide de comment on fonctionne. Demain, on se retrouve, ce sont d'autres interlocuteurs qui décident de comment on fonctionne. Je le dis, je vous assure que ça n'aide pas du tout dans l'évolution des débats. La structure gagnerait peut-être à se constituer même autour d'une charte si c'était un mouvement et de désigner leurs représentants qui vont conduire pour eux, justement, les actions. Je chute par là. Jérémy l'a dit, les syndicats ont échoué, je le concède. Mais est-ce qu'en toute franchise, lui, en tant que philosophe, en l'espace de 2 mois, il peut dire que SOS Éducation a réussi? Quand ce même mouvement, en l'espace juste de 2 mois, a déjà eu plusieurs représentants. Je renvoie la question et donner l'élément de réponse en toute franchise. Donc, ce qu'il doit aussi retenir, c'est que les réalités connues peut-être par les syndicats, mais ne sont pas des réalités étrangères justement au mouvement, puisqu'on se retrouve quasiment dans la même configuration où les enseignants qui ont créé le mouvement ont mis en avant une crise de confiance envers les syndicats, et même eux-mêmes au sein de leur mouvement, on observe tout le temps une crise de confiance envers les personnes qu'ils désignent. Donc c'est quasiment la même chose. Le problème n'est peut-être pas à ce niveau. Il faut repenser le combat, il faut repenser la lutte, mais tout en restant dans le cadre légal, je pense. Et là, ça m'amène à vous poser cette question, Giovanni Boulingui. Est-ce que le mouvement SOS Éducation est en train de récolter les fruits de son flou? C'est-à-dire, je parle de flou, je fais bien sûr référence à une base bien indiquée, bien identifiée, à des leaders. SOS Éducation a opté pour, on a envie de dire, l'homme invisible. Est-ce qu'aujourd'hui, SOS Éducation n'est pas victime de ses propres turpitudes? Je pense que s'il y a une victime dans cette affaire, ça reste les élèves. Parce qu'en vérité, les enseignants ne seront pas prisonniers de mauvais réflexes du gouvernement. En off, tout à l'heure, j'ai aimé ce que disait M. Ono en qualifiant le sujet comme un problème systémique. Mais justement, ce qui amène à des reprises, à des mitaines, ce sont les réflexes du système aujourd'hui. On sait, quand j'entends M. Foumbla dire que l'AG désavoue à chaque fois les représentants, ce qu'il omet de dire volontairement, c'est qu'en fait, ce regroupement est organisé d'une certaine façon. Vous avez une base qui prend les mots d'ordre et c'est elle aussi qui valide toutes les postures que le groupe devrait prendre. On vous envoie discuter avec le partenaire que le gouvernement, vous finissez de discuter là-bas, vous nous ramenez ce que vous avez pu conquérir comme acte de la part du gouvernement ou promesse. Et c'est nous qui décidons de quand on reprend les cours. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont envoyé des représentants, ces représentants étaient au sortir de réunions en train de prendre des décisions au nom du groupe qu'ils n'avaient pas consulté. Ce n'est que logique qu'ils désavouent les représentants. Et vous l'avez vu ça où, ce modèle que vous dites? Le modèle où... Permettons, Giovanni Boulingui. Et quand M. Foumbula
met sur la table la question de la légalité de l'existence de SE. Mais cette question n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement a pris la responsabilité de discuter avec des mouvements, une organisation qui n'était pas légale. Donc, de ce fait, le gouvernement a cautionné le statut de SOS Éducation. On peut pas dire une chose en tant que vous reprochez au gouvernement d'être fermé, le gouvernement mais reconnaît la légitimité et décide de discuter avec vous, faites le reproche. M. Foumbla a beaucoup de rigueur quand il s'agit de légalité sur la question de l'existence de SOS Éducation, sauf que la même rigueur, il ne l'applique pas lorsque le gouvernement parle des présalaires à l'endroit des enseignants. Dans quel dispositif organisationnel de notre à l'endroit des bénévoles. Oui, des bénévoles et même des stagiaires. Et même des stagiaires. Est-ce que nos textes prévoient les présalaires pour un fonctionnaire qui est employé par l'État? C'est bien, moi je réponds rapidement à la question. Vous voyez, en fait, vous voyez, allez-y, on se parlera par là, voilà une personne qui dit s'intéresser à la question de cette grève, mais qui ne prend même pas le temps de suivre les AG. Moi, je suis l'AG de SOS Éducation Estuaire. Et cette AG était pleine d'histoires. Parce qu'au cours de cette AG, il y a un des enseignants qui, justement, a fait l'historique. La dernière? Oui, la dernière AG. Voilà, a fait l'historique du présalaire. Et il disait justement que ces présalaires font partie de leur lutte auprès de Christiane Bitouga et autres. D'autant plus qu'ils recevaient par semestre, je crois, comme il l'expliquait, une caisse de soutien et qui se sont battus à faire en sorte que cette caisse de soutien devienne mensuelle, et c'est ce qui a donné lieu au présalaire. Et il revendiquait le présalaire. Je vous demande la disposition légale dans le dispositif. Moi, vous parlez d'histoire. J'arrive. Un fait historique ne répond pas à ma question. J'arrive, je vais chuter. D'accord. Donc, le présalaire est premièrement un élément, justement, de revendication des enseignants. Deuxièmement, Monsieur Giovanni, ce n'est pas moi que vous devez poser la question. Je poserai la question. Votre Premier ministre, votre président qui était Premier ministre... le débat. Non, on ne déplace pas le débat. Si vous déplacez le débat. Assumez la continuité. C'est vous qui êtes exigeant sur la question de la légalité. J'arrive. Oui, vous ne répondez pas à ma question, vous allez me chercher les faits historiques. Vous ramenez le débat. Je ne suis pas membre du gouvernement. Si j'ai jamais été porte-parole du gouvernement. Ensuite, on passera la parole à Issoumou Bakoumba. La gouvernance actuelle arrive. Ce n'est pas elle qui instaure le présalaire. Ce n'est pas elle qui instaure la fiche rose, le bulletin rose, qui est le présalaire. Elle trouve comme instrument de gouvernance le présalaire qui est instauré et qui continuait à être exécuté par les précédentes gouvernances. Elle trouve le bulletin bleu qui est le salaire. La nouvelle gouvernance, justement, en train de prendre connaissance de tous ces éléments et travaillera... En 3 ans, elle n'a pas eu suffisamment. En 3 ans, elle n'a pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance. 2 ans de transition. Monsieur Foumbla, vous avez déplacé le débat. Vous ne répondez pas à ma question. Vous avez eu 14 ans pour enlever un présalaire, vous ne l'avez jamais fait. Vous avez eu 14 ans, j'ai été aux affaires, moi. Je suis désolé. bien. Demandez à votre président, plus que de temps, puisque vous J'ai été aux affaires, moi. Vous représentez... Mais vous déplacez le débat, monsieur Foumbla. Vous êtes là en tant que représentant, vous l'avez dit. Il n'y a pas de parole d'ensemble pour le Gabon. Je suis porte-parole ensemble pour le Gabon. Ensemble pour le Gabon n'a jamais été... Pourquoi pendant 14 ans, il n'a pas retiré le présalaire? Je l'ai bien envie de comprendre. Pour nourrir la réflexion. En attendant, permettons à Issoumou Bakoumba de se plancher également sur cette polémique et sur cette crise. Effectivement, la notion de pré-salaire figure également dans le cahier des charges de ceux-là qui estiment qu'il n'est pas question de repartir dans les salles des classes. Issoumou Bakoumba. Bon, je pense qu'on est face à une situation assez particulière. C'est-à-dire, il y a la question des revendications et l'évaluation, ensuite, des propositions faites par le gouvernement. Mais au niveau où nous sommes, il se présente que le mouvement SOS Éducation a du mal à maintenir la splendeur ou encore la lumière qu'elle avait au départ. Simplement parce que ce mouvement-là s'est auto-saboté, de l'intérieur. Non, le gouvernement a saboté le mouvement. Ces éléments, je ne les ai pas. Ce mouvement, c'est... Vous avez juste les éléments qui démontrent que nous allons en contact. Nous avons échangé avec plusieurs des enseignants de tous les bords, de SOS Éducation à la base ou SOS Éducation initiale, parce que finalement, on parle aujourd'hui de SOS Éducation à la base. Il y a quand même au départ, il y a eu ce qu'on a appelé SOS Éducation tout court. Je ne vais pas dire tout court, mais point, si vous voulez. Alors, ce mouvement-là a malheureusement, au fil du temps, subi ce qu'on peut appeler une sorte de fragilité liée à l'absence d'une stratégie claire initiale. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une grève sans avoir la porte de sortie claire de cette grève-là, sans avoir les outils qui leur auraient permis de sortir de cette grève-là graduellement. Il y a une sorte pas de banqueroute, mais une sorte
d'absence de capitaine dans le bateau, et toute absence d'un capitaine, de commandant, si vous voulez, dans un bateau, malheureusement, favorise une sorte de risque important. Au départ, qu'avons-nous eu? Nous avons eu un mouvement qui dit « Nous voulons une amélioration des conditions administratives des enseignants ». En tout cas, on veut régler toutes ces questions-là, globalement, mais nous sommes prêts à discuter. Ça, c'est le discours initial, parce qu'une grève, elle n'a pas pour objectif de créer un rapport de force infini. Nous voulons discuter et trouver une solution. Ils envoient les premiers représentants, il y a discussion, ils reviennent, ils ne sont plus reconnus par le groupe, une partie du groupe. Avec un protocole d'accord, bien sûr. Avec un protocole d'accord à l'appui. Mais je tiens déjà à souligner d'entrée que ce premier groupe en partant, déjà soustrait au mouvement SOS Éducation une partie de son volume. Un deuxième groupe part, même format, ils négocient, ils y vont. Ils sont à nouveau mis de côté, ils soustraient à nouveau le volume de SOS Éducation. Nous avons eu les fameux 9 représentants qui sont eux partis, et j'ai ici avec moi le protocole d'accord signé par ces 9 représentants, leurs signatures sont là, leurs noms également, et ils ont été présentés en AG des SOS Éducation comme étant les dignes représentants du mouvement SOS Éducation. Après, avec un mémorandum bien sûr à l'appui. Exactement. Eh bien, après, ils sortent de là. Eux, à nouveau, ne sont pas représentés. Eh bien, le mouvement subit quelque chose de très important qui, à mon sens, est un des game changers de ce mouvement avec l'entrée en scène de Marcel Ibama et de M. Ezo, qui, pour moi, a été, à mon sens, un facteur très négatif pour le mouvement, et ça a plus fragilisé le mouvement qu'autre chose. Ils ont été contraints de mettre ça sur la table de négociation, et ça leur a fragilisé. Alors, il y a eu cette situation où, à un moment donné, ils ne savent plus qui envoyer en vérité. Le mouvement ne sait plus qui envoyer parce que le mouvement ne croit plus en ses membres. Et lorsqu'un mouvement ne peut plus croire en ses membres, je disais, on a le sentiment qu'il y a eu une impréparation, une mauvaise préparation du mouvement. Pourquoi les enseignants, pourquoi estimes-tu, ou estimez-vous, comprenez, pourquoi estimez-vous que les enseignants ne savent plus qui envoyer? Est-ce la stratégie en face qui a affaibli ce mouvement ou simplement les revendications qui ont trouvé des réponses? C'est un peu des deux à la fois. Le mouvement ne s'est pas préparé à la réalité d'une crise de ce type-là. Il s'est dit, bon, nous avons des revendications légitimes. Il est évident que l'opinion comprendra notre revendication et nous pourrons aller aux négociations. Mais une crise de ce niveau-là, au-delà d'être un mouvement légitime, reconnu par tout le monde, tous les bords, il faut avoir un minimum d'organisation interne pour envisager tous les cas de figure possibles. Or là, lorsque vous ne pouvez plus envoyer des représentants, parce que peu importe les représentants, ça devient difficile. Et même lorsque l'argument sur lequel, nous, dans notre format, c'est on envoie des représentants, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais c'est la base qui décide. Excusez-moi, moi, je ne sais pas dans quel format. L'objectif, c'est de ne pas dire les choses à la place de la base. Je veux dire, si vous faites ça, ils vous désavouent. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous allez nous aider, mais je ne sais pas s'il existe ce modèle de négociation que vous avez déjà vu quelque part, où déjà une entité qui à la base n'est pas forcément légale, bien que légitime, mais il y a l'approbation du gouvernement parce qu'il y a échange, où il existe, où vous dites tout ce que vous voulez avec le gouvernement en pleine salle, vous mettez toutes les conclusions possibles, vous accordez sur tout, après on vous dit, écoutez, allez-y, vous revenez d'une sorte de référendum avec ceux qui restent, parce que je rappelle que les 9, lorsqu'on envoie les 9 représentants de SOS Éducation, il ne reste plus forcément le 100% du volume. On est déjà dans quelque chose de... Les 9 qui représentaient les 9 représentants, oui, avec un mémorandum, normalement. Exactement, lorsqu'ils partent à l'AG, vous avez une partie des enseignants qui commencent graduellement à reprendre les cours. Donc on n'a plus le volume initial, mais ils y vont quand même. Vous connaissez ce format-là où ils vont, ensuite la base dit nous ne voulons pas, ensuite ils retournent, la base dit nous ne voulons pas jusqu'au bout. Je pense que ça... Mais l'organisation de cette éducation n'est pas inédite. Non, ce format a été, à mon sens, un peu naïf, parce que dans les faits, ce n'était pas évident, parce que le gouvernement ne va pas faire ce que veut le mouvement dans l'absolu, le gouvernement va faire ce qu'il peut. À ce moment-là, lorsqu'on rentre dans des négociations, on ne vient pas dans une posture d'exiger l'absolu, le tout ou rien, le fameux tout ou rien, le no-monnaie, etc. Je pense que ça a été une forme de naïveté, je vais terminer avec ça, c'est-à-dire c'était une forme de naïveté et ça donnait à la fin ce sentiment de micmacisme, c'est-à-dire cette logique qui voudrait que, on envoie une vague, si vous
semblez être heureux lorsque vous êtes parti de ce côté. On envoie une autre vague au fur et à mesure et ça devient un cycle infernal. Très bien. Et Oui. le dernier discours qu'on a eu d'un agent de SOS Éducation, par exemple, du côté de Port-Gentil, c'est de dire on veut qu'au chef d'État nous reçoive tous ensemble dans, Ce qui est légitime. dans un stade. Ce qui est légitime Vous n'est pas comprenez qu'on impossible. rentre maintenant dans une... Non, il n'y a pas de structure, Est-ce il n'y a pas faisable? une Ce qui est démarche légitime n'est pas- cohérente. n'est pas impossible. Ça n'a pas été à Justement, l'initial, messieurs. ça a été dû à l'aveu de l'échec des représentants crédibles. Et du gouvernement aussi. Non, hein. mais assumer. L'échec est partagé. Non, mais Mais non. comment Il faut tu d'abord dis assumer encore en qu'il n'est pas interne crédible? que le Excuse-moi, mouvement Fouba. n'a pas su Oui, 30 avoir secondes, des 30 représentants crédibles. La Mais pourtant, faute c'est est la au base. mouvement. Oui. Eh ben, que voulez-vous? Retournons-nous vers Jérémy. On parle de crédibilité. Mais normalement, qui doit-on croire aujourd'hui, puisque les 9 représentants étaient issus des assemblées nationales? De la base, appelez la base. Oui, des assemblées générales. Je suis conforté dans mes humbles convictions. Je suis conforté dans mes humbles convictions pour une raison simple, c'est que vous voyez, on déplace malsainement le débat. Le débat, il devient la crédibilité ou pas de SOS Éducation. C'est pas ça le débat en réalité. Parce qu'on fait les débats de fond. Les débats de fond, ils Justement. sont où? Les débats de fond, je vous l'ai dit, ils sont que SOS Éducation est en réalité l'émergence d'un système syndical qui est malade. Et nous tous, nous savons pourquoi il est malade. Parce que, et malheureusement, les leaders syndicaux qui, traditionnellement, nous ont souvent représentés, ont été neutralisés, ont été amadoués, ont été... Tels des enfants. Je parle, j'assume... Vous rejetez toujours la responsabilité de ces messieurs. Non, moi, j'ai pas Laissons fait monsieur Jérémy Ovono je aller vais au bout de essayer sa de parler, pensée. Allez-y, j'ai jamais fait allez-y. d'interférence. Rassurez-vous, allez-y, Vous voyez, allez-y. je dis amadoué, convaincu, tout ce que vous voulez mettre dedans, vous voyez, au point où la base ne se reconnaissait plus dans ses représentants. Et donc, quand on veut faire un débat sérieux et que vous avez 6 provinces sur 9 dans votre pays où les enseignants vous disent on continue la grève, vous voyez, et que vous avez des gens qui vous disent bon, c'est un mouvement désorganisé, ça suppose qu'en réalité, on ne comprend pas la gravité de l'affaire. Et je me permets. Auto-saboté. Non, le mouvement n'a pas été auto-saboté. Le mouvement a été saboté en réalité par le gouvernement. Par le gouvernement qui use d'une stratégie qui est simple. On sait que vous avez des enseignants qui, de l'autre côté, sont mal famés et qui ont l'opportunité de parler au gouvernement, à qui on fait un certain nombre de promesses, à d'autres on fait un certain nombre de pressions. Vous voyez, on va reculer. Or, quand on est dans l'optique de faire un certain type de promesses à des gens qui ont besoin d'argent, parce qu'il faut dire les mots comme elles sont, plutôt comme ils sont, les enseignants ne réclament pas autre chose. Ils réclament des meilleures situations salariales dans le fond de l'affaire. Et vous jugez les mesures insuffisantes? Elles ne sont pas seulement insuffisantes, c'est que on ne les a même pas encore prises en compte. Est-ce que vous comprenez le décalage? C'est-à-dire? Le décalage, c'est que jusqu'au moment où je vous parle, aucun enseignant n'a de concrétude de ses revendications. Mais il faut attendre 25. Je dis bien concrètement. Oui. Je parle de concrétude. C'est prévu pour le 25 normalement, pour commencer à voir les commissions. Non, attendez. Allez-y, allez-y. Je dis, au moment où nous faisons ce débat, aucun enseignant n'est sûr. Est-ce que vous comprenez? Malgré la liste nominative des 610 agents? Non, ce n'est pas la liste qui est un problème. très bien. Je dis, ne En déplaçons fait, ce pas qu'il est le en train débat. de dire, je comprends. Voilà. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si nous sommes aujourd'hui le 8 et que le gouvernement a décidé de titulariser le 8, on l'entend, le 9, leur compte doit être crédité, si je comprends bien. Non, Non. je suis en train de dire ceci. Alors permettons, de permettons. toutes les promesses qui Il ont est sur ce été plateau, il est faites, sur ce la plateau, concrétude vous dont vous parlez, l'expliquez. la Permettez. concrétude, c'est l'idée concrétude, c'est l'idée que, vous financièrement, voyez, ça, c'est matériel. c'est l'idée que, jusque-là, les gens dont les noms sont parus dans l'Union, vous voyez, ils n'ont pas encore l'effectivité de cet effet d'annonce. Donc, si c'est pas le 25. Attendez, Permettez. c'est évident. Décidément, vous ne Permettez, parlez pas à ma permettez. place. Allez-y, Je permettez, dis s'il vous plaît. ceci. Vous voyez, sinon on ne fait pas Non, avancer le allez-y, débat. allez-y. À partir du moment où il n'y a pas encore d'effectivité et que le jour où le 25 arrive, on se retrouve avec 500
qui ont de l'effectivité et une centaine qui est laissée pour compte, vous voyez, c'est une situation qui peut arriver, et parce que ce sont des situations qui sont déjà arrivées. C'est pourquoi je dis, moi ce qui me gêne, c'est que les gens font comme si on vivait dans un nouveau pays, alors qu'il y a des précédents historiques qui ne nous enseignent que trop bien. Nous sommes dans un nouveau pays, je veux le démontrer tout à l'heure. D'accord, vous en avez la responsabilité. Encore parce que vous êtes aux affaires publiques. Je dis une autre chose. Je dis par Je ne rapport... mange pas de ce pain, restons, non. ça n'a rien à Mais vous êtes aux voir. affaires publiques. En Est-ce que c'est une 2015, quand j'ai réalité? réuni les enseignants sur la crise d'éducation, Mais c'est je qui n'avais dit? aucune responsabilité. Geoffroy, avec tout le respect et Donc, toute la ça fait- grande amitié que j'ai pour votre personne, aujourd'hui vous êtes aux affaires publiques. Mais ça n'a Vous rien à avez voir. Je été vous ai dit, nommé comparativement par en la 2015, Constitution. Monsieur, j'étais soyez pas aux honnête, affaires s'il vous plaît. publiques. Non, ne faites pas J'étais suite. déjà S'il vous plaît. devant Je devant vois de Foumoula, la vous allez avoir votre temps de parole. Non, Restons sur l'objet, c'est pas Allons-y, la allons-y, personne. messieurs, s'il vous plaît. Allez-y, oui, allons-y. Je dis ensuite... 2 minutes. Oui, je dis ensuite, la question du présalaire, vous voyez, elle se pose à quel moment? Elle se pose au moment où c'est le feu André Mbobam qui est ministre de l'Éducation nationale et qui, par un certain nombre de mécanismes, considère qu'on peut faire quelque chose pour aider beaucoup d'enseignants en souffrance. On met un présalaire. Ça a été une mesure provisoire. On l'a perpétuée parce que l'histoire ne nous l'enseigne que trop bien. Les gens ont considéré qu'on pouvait traiter les enseignants comme ça. Et c'est là que moi je parle avec Geoffroy et lui dis, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'avoir mal fait hier, vous voyez, et continuer de dire, Et vous il faut conforter que dans vous assumiez votre passé parce que nous, aujourd'hui, avant de faire ce que nous devons faire, il faut d'abord que vous assumiez Non, votre Jérémy, passé. c'est un factuel. Oui, mais Le présalaire, mais la c'est quoi le suppression du communisme, ce que vous avez fait Voilà, sur la non, viande, s'il vous plaît, non, permettez. la suppression du Permettez, présalaire n'a je- jamais été permettez à Geoffroy comme Foumoula. étant un point. Alors, Non, oui, non, oui, non, on ne parle pas de allons-y, suppression. non, je ne parle pas de Voilà. suppression. question a été mise Je sur dis- la table. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît, je dis, messieurs, à allez-y. partir du moment où on continue Une de le minute. légitimer, vous voyez, et qu'on continue à avoir un discours qui vous dit, mais ça a été fait Mais c'est dans à le vous temps. d'exprimer le On a besoin de envie de retirer, dire, vous l'avez on a jamais envie, exprimé jusqu'à présent. on a envie Vous de n'avez dire. jamais demandé de retirer le présalaire Non, monsieur. jusqu'à présent. On a envie de dire, vous voyez, il y a un problème. Et c'est pourquoi moi je dis, il ne faut pas fuir les choses, il faut les regarder en face. Le problème, il est politique. Il est politique pourquoi? Parce Très que, rapidement. oui, il est politique pourquoi? Il est politique parce que, hélas, tout le monde voit bien que le présalaire n'est pas légal. On le maintient. Vous voyez? Et là, ça Mais on dérange vous, pas, je on crois. vous fait la leçon. Tout le monde voit bien que le problème aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à des injustices que fait notre administration. On les esquive savamment et on continue de dire aux enseignants, bon, en réalité, le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre vos problèmes de là à là, comme on dirait. Et justement, Voilà. chutez sur cette, Oui. sur cette question. Quelle est votre lecture face à cette réaction et cette réponse du ministre de la fonction publique, à Laurence donc, qui avait estimé qu'en passant, on parle de 1810 anciens bénévoles, qui avait estimé que financièrement cela n'était pas possible, mais que le ministère avait réfléchi, vouloir contenter tout le monde en mettant d'abord ses compatriotes en pré-salaire. La vocation d'un État, ce n'est pas de contenter. La vocation d'un État, c'est de régler les problèmes. Or, aujourd'hui, et c'est ce que beaucoup d'enseignants pensent, et moi, humblement, en tant qu'enseignant et citoyen, je pense, le problème, il est que on a un problème de fond. Le problème de fond, 30 secondes. vous me permettez, Allez-y en 30 secondes. vous voyez, je suis toujours un peu mal à l'aise lorsque on fait le débat sur la question de la légalité. Tout le monde voit bien que qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ce qui marche, c'est que le gouvernement table sur la fatigue des enseignants en considérant qu'on doit aller en cours. Or, quand on veut régler les problèmes, Par parce l'usure. qu'on est un État sérieux, en réalité, on les règle, on ne compte pas sur l'enlisement, Sur le temps. sur la Très bien, fatigue Geoffroy des Foumoula. Oui, enseignants. Geoffroy Foumoula en réaction, allez-y. Merci, Jérémy, pour ton intervention. Voyez-vous, c'est là où la différence entre celui qui est guidé par son intérêt et celui qui est guidé par l'intérêt de la République. Moi, je vous le dis, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas enseignant. Mais Jérémy, la bonne foi, je sais que tu en as.
ne pourra pas remettre en cause que je pense avoir été plus présent même que certains enseignants dans les causes des enseignants. Je te le concède. Et pourtant, je n'ai connais le aucun passif. intérêt là-dedans. Voyez-vous? Pourquoi? C'est le patriotisme. Jérémy, tu as posé un problème de fond. Parlons du pré-salaire. Tu nous as fait la genèse en disant que le pré-salaire date de l'époque de Mbobam. Donc, nous sommes dans les années avant 2009. Je présume que toi, en tant qu'institut, tu es passé par le pré-salaire. 50 pré-salaires. Mais tu n'as 5 jamais années. contesté ce document que tu estimes être illégal. Mais non, justement, Non, je suis je en train- crois. j'a- Non. Est-ce que tu permets Non, que je j'interagis. J'interagis pour. Non, Permets quand même, permets non, quand même. j'interagis pour te J'arrive, permettre j'arrive. d'avancer. J'arrive, si tu Tous permets. les mouvements de grève qu'il y a eu, et le plus fameux, le plus emblématique, c'est Très bien. celui de 2017, Oui. aurait permis de résoudre. Gardez cela sur Ça J'arrive, a été j'arrive, contesté. j'arrive. Pas souci d'équité, Voilà, s'il vous plaît. je m'arrête Oui, là. permettez-moi Mais de faire des c'est En pour- tant mots, s'il vous qu'enseignant, plaît. pendant Allez-y. 5 ans, nous n'avons pas eu, par exemple, de urgence éducation pour dire stop au pré-salaire. Pendant 5 ans, nous ne l'avons pas eu. On a accepté, parce que, comme tu l'as dit, le problème de fond, ça c'est ta conception. Je ne pense pas que ça soit la conception de tous les enseignants. Tu l'as dit, il faut qu'on dise les mots comme tels. Le problème de fond, c'est l'argent. Les enseignants sont en train de rechercher une révalorisation de leur salaire. Ça, c'est ta conception. Mais je ne pense pas que cette conception soit celle de tous les enseignants. Parce qu'il y a des enseignants Non, qui pensent ils que... ne revendiquent pas permettons, les valorisations. permettons. J'arrive. Non, Bon, d'accord, on va enlever les valorisations. permettez. Le Les problème... enseignants Non. reprennent ce qui leur est Non, dû. Restez dans l'esprit de débat. Permettez aussi à Jean-Paul Funga, bien sûr, de répondre. D'accord. S'il vous plaît. Ok, je retire, je reviens. Allez-y, je reprends. allez-y, Jean-Paul Funga. Je retiens, comme tu l'as dit, que le problème de fond, c'est l'argent. C'est le problème de fond. Mais je pense qu'il y a des enseignants qui ne font pas de l'argent un problème de fond parce qu'il y a la vocation, pas qu'ils ne revendiquent pas ce qui leur revient de droit. Pas ce qui le revendiquent, pas ce qui leur revient de droit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux approches, selon l'intérêt qui est le vôtre. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, pendant 5 ans, pré-salaire, ça n'a pas jeûné. Comment ça? On n'a pas eu d'urgence, on n'a pas eu de blocus à l'époque pour dire on stop, il faut qu'on arrête ainsi de Mais suite. mais est-ce que je peux développer Vous allez, non, permettez, s'il vous plaît. Jérémy Ovonongema, permettez, s'il vous plaît. Les grèves, Non, messieurs, soyons les grèves ne sont pas s'il vous nées plaît, sur monsieur. Lingema quand même à Les l'époque. Camerounais nous regardent. Non, Ils veulent retenir quelque chose de ce débat. Permettez. Est-ce que je Non, peux, permettez. moi, Tout cela, avoir- par exemple, vous allez avoir un temps de parole, de réaction. Allez-y, monsieur, s'il vous D'accord. plaît. Donc de 2009, bien avant 2009 jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de revendications avec un point fort, la remise en cause des pré-salaires. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y avait certains enseignants comme lui qui pouvaient gagner, pendant peut-être que d'autres n'en avaient pas. Donc ça ne gênait pas, on ne trouvait pas à cet instant que c'était illégal. Je le dis encore, il y a une différence entre le pouvoir de transition et le pouvoir légitime obtenu à la faveur des urnes. Le président de la transition, devenu président de la République, est en exercice. Il a toujours été sous la J'arrive, présidence de la République. j'arrive, Remettez les choses dans leur- permettez, non, que d'autres personnes effectivement puissent faire ces observations. Mais je suis très mal gêné et je pense que ce débat, on aurait pu l'enrichir si M. Giovanni, ici présent, avait pu s'asseoir auprès de son président qui fut quand même Premier ministre. Vous déplacez pour encore une fois le analyser- débat. J'arrive pour C'est analyser une toutes ces distraction. questions. Permettez. Et je pense que ce qu'il vous aurait dit, en vous disant pourquoi est-ce qu'ils ont maintenu le pré-salaire, pourquoi est-ce qu'en 2015, ils ont radié, menacé de radiation et suspendu de solde en pleine grève des enseignants, je pense que si vous aurez fait cette cartographie, cela aurait nourri le débat. Donc je suis très mal placé de recevoir des observations de vous parce que j'estime que vous n'avez pas été un bon élève auprès de votre président qui a quand même été en responsabilité et surtout qui s'est prononcé lorsque le mouvement d'humeur était plus fort que maintenant. Ce que je tente de dire, c'est qu'on ne peut pas, d'une part, invoquer la légitimité pour reconnaître justement le mouvement S éducation et balayer d'un revers de la main le côté légal. Et d'autre part, accepter ce qui est illégal, il faut qu'on soit cohérent. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on travaille pour la République. C'est dans cet temps qu'on va continuer à travailler pour des intérêts personnels, on ne pourra jamais avancer. C'est pourquoi je vous ai fait la genèse. Je ne suis pas enseignant, mais je me suis fait gazer à l'époque par ceux qui gouvernaient, pas toi, rassure-toi,
parce que j'étais aux côtés des enseignants, mais je n'avais rien à gagner en étant aux côtés d'eux. Si je réfléchissais, comme beaucoup qui pensent que c'est l'argent, quel était l'intérêt pour moi d'y être? Mais parce que justement, on avait une cause commune, c'est celle de l'éducation de nos enfants. Le débat est la position que je tiens aujourd'hui. Jérémy ne pourra pas me dire le contraire, il est là. C'est la même position que j'ai tenue en 2015 lorsqu'il y a eu la grève. Très bien. J'ai dit, malgré tout, malgré les pressions, malgré les bombes lacrymogènes, si vous avez déjà eu des petites promesses, des avancées, repartons à cause des enfants. Vous aurez toujours et toujours, au moment opportun, ça va prendre du temps, du retard, vous aurez toujours comme en 2009. Vous aurez vos primes qui vont arriver, mais le temps que nos enfants vont perdre, ils ne pourront pas le rattraper. Pour preuve, et je suis par là, en 2017, les enfants ont fait 1 mois de cours le mois d'avril pour préparer le CEP, le BEPC et le bac. Et je ne peux pas reproduire chaque fois les mêmes choses. Voilà. Très bien. Giovanni Bouligui, justement, oui, monsieur, doit-on poursuivre un mouvement de grève, maintenir un mouvement de grève en période de négociation? C'est aussi un aspect qui est évoqué. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, sur l'attitude de M. Foumbula. Moi, je vais du principe que, et M. Ono l'a dit, il faut qu'on reste sur le sujet qui nous a permis d'être ici. Répondez donc directement à la question sur le sujet. Comme lorsque j'ai évoqué la question sur les pré-salaires, c'était pour mettre en évidence les contradictions de M. Foumbula, qui finalement, pour lui, utilise la loi à géométrie variable. Lorsqu'il faut désavouer l'organisation SES Éducation, il brandit la loi. Lorsque le gouvernement utilise les pré-salaires, la loi n'existe plus, il prend les faits historiques. Je ne l'ai jamais dit. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous dites pourquoi vous n'avez pas réclamé pendant 5 ans. J'ai dit, c'est pas moi, je suis pas. Ce sont les enseignants qui doivent émettre le vœu. De la même manière que les enseignants ont émis le vœu. n'est plus suffisamment exigeant pour imposer ce sont les la enseignants loi qui ont au mis le vœu gouvernement. du pré-salaire. Ce sont eux qui doivent également émettre le vœu. Même sur l'argument que j'ai entendu M. Foumbula défendre, en affirmant que les 27 000 situations, là, si ce n'est que pour l'argent, ça ne peut pas être réglé maintenant. Le ministre est venu soutenir le même argumentaire. Moi, j'aimerais poser la question de savoir, mais l'argent que les enseignants revendiquent aujourd'hui, c'est combien en termes de montant? Qui a le montant aujourd'hui? Mais c'est à vous de le dire. Non, mais c'est vous qui dites que c'est pas... Non, mais sans vous avez la réponse, on ne peut pas résoudre le problème. Ça veut dire que vous avez été un très mauvais élève. Qu'est-ce que ça représente en termes d'argent pour savoir... Mais c'est votre président. Votre président, le dernier... Non, je suis désolé. Le Premier ministre qui est votre président, le dernier Premier ministre du système déchu. Logiquement, je vais vous dire, en 10 ans, les 27, ça représente combien? De répertorier ce que ça coûte à l'État aujourd'hui de régler le problème des enseignants financièrement. Comment peut vous donner cette information? C'est le dernier. Vous pouvez avoir la mission de résoudre cette situation. Oui, 27 000 enseignants en termes d'argent, puisque c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Bon, 16 milliards, vous êtes sûr que... Non, à 16 milliards, on parle bien sûr de 6 000 oui, non, mais enseignants. Vous êtes sûr que 16 milliards ne peuvent pas être amputés au budget des frais pour le président? Moi, je me fie à ce que dit M. Ono. Oui, non, moi, je me fie à ce que dit M. Ono. C'est pour ça que je demande... ce que disent les chiffres du gouvernement. Mais c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je pose la question. 16 milliards, c'est par rapport à ceux qui doivent Oui, être c'est pour ça que je pose la question. Avant de venir dire aux enseignants, on ne peut pas faire. Est-ce qu'on nous a dit combien ça coûte à l'État? Mais c'est pas logique. Moi, j'ai besoin d'informations. On ne peut pas avoir une posture qui dit on ne peut pas sans savoir combien ça coûte. Imaginons que ça coûte 2 millions. Le ministre vient dire ça ne peut pas se faire. Vous êtes sûr qu'on va trouver 2 millions pour résoudre un problème qu'on veut? Donc voilà quelqu'un qui est à côté de la source. Juste 30 secondes. La source, c'est quoi? Vous êtes à côté de la source. Vous êtes à côté d'un ancien Premier ministre mais vous faites la qui a accumulé près de 27 000 situations. Et vous ne vous avez pas dit combien ça coûtait. S'il vous plaît, messieurs. Mais vous me dites que ça ne peut pas se résoudre. Vous êtes aussi à côté de la source de l'affaire. Giovanni Bouligui, s'il vous plaît. Giovanni Bouligui, s'il vous plaît. Monsieur Moubakoumba. Je suis acteur civique. Giovanni Bouligui, s'il vous plaît. Soyez audibles. Giovanni Bouligui, s'il vous plaît. Tout à l'heure. Giovanni Bouligui, s'il vous plaît, respectez le débat. Respectez l'esprit du débat, s'il vous plaît, et permettons également à Youssouf Moubakoumba d'apporter sa part, pour ne pas dire sa pierre à l'édifice. Allez-y, Youssouf Moubakoumba. Je pense que malheureusement, et ils l'ont souligné à juste titre, à mon sens, il faut revenir sur le sujet, et je pense qu'il y a quand même une petite fuite en avant dans les faits. La réalité, c'est que nous ne sommes plus à ce niveau du débat. Ça, c'est du factuel. Nous ne sommes plus à ce niveau du débat, du moins globalement. Lorsque vous avez
3 provinces sur 6. Et lorsque les 6 provinces restantes, on avoisine des 50% et autres de reprise de cours dans ces établissements, ben oui, nous avons des éléments sur le terrain. Communiqué par le ministère de l'Éducation nationale. S'il vous plaît, communiqué par le ministère de l'Éducation nationale. Communiqué par le ministère de l'Éducation. Permettez-moi, s'il vous plaît. J'ai ici le comité. Non, on reste sur la communication du ministère de l'Éducation. Voilà, donc... Oui, permettez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, nous, on se base non seulement sur des éléments officiels et pas sur des spéculations, sur des éléments officiels. Si vous voulez contester, allez au ministère de l'Éducation nationale et autres. Oui, on a vu ce ministère-là mentir il y a des éléments factuels. Je vous prends un autre élément assez factuel. Vous avez au lycée technique Omar Bongo, au Dimba, qui est au Vendo. Non, il n'y a pas de lycée national technique au Marbon. Bon, Il y a un lycée technique. Ah, lycée technique national. Pour y avoir appris, on disait quand même jusqu'au Ndiba. Désolé si vous avez changé, ça c'est vous. Moi j'ai appris, on appelait ça au Ndiba. Qu'est-ce que vous voulez? Etenob. Écoutez, Etenob, vous êtes très précis. Alors, bref. Alors, je disais, ce lycée par exemple, vous avez au début de la grève 0 élèves. Vous avez aujourd'hui des élèves, le chef de l'État était présent aujourd'hui. Et si la régie peut bien sûr nous alors, mettre non, mais non, c'est pas des chiffres. Si la régie peut nous mettre je vous dis ceci. Écoutez. Mais qui sont permettez, nous sommes pas de procès, s'il vous plaît. Et la sincérité. Et le devoir. Vous allez avoir le Monsieur Youn, vous devez à la vérité de dire que la situation n'est pas la même qu'au début de la grève. Vous devez à la vérité de le dire, c'est factuel. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui aux Gabonais, nous sommes la même situation. Vous parlez de mobilisation des enseignants en termes de reprise de cours. Qu'on le veuille ou pas, peu importe bon, quand on appartient à SOS la base, SOS le ciel, SOS la lune, la vérité c'est que la situation n'est pas la même qu'en début de grève. Ça s'est clairement amélioré, en termes de reprise de cours du moins. Vous avez 3 provinces. La dynamique s'effrite ? Mais c'est factuel, c'est évident. Nous avons des enseignants qui nous le disent directement, que les gens sont plus très mobilisés. Mais pas que. Nous avons des enseignants qui disent aux autres enseignants, écoutez, continuez votre grève. Ça, vous ne les avez pas au début. Vous avez des enseignants qui étaient aux AG qui ne sont plus aujourd'hui. C'est du factuel, ne fait pas du déni des faits. Maintenant, on déplace le débat en donnant le sentiment que nous sommes dans la même situation, je parle au niveau du débat, que nous étions au début de la grève, ce qui n'est pas exact. Ce qui n'est pas... Non, c'est vous qui dites. C'est vous qui revenez sur le discours initial, le discours du début de la grève. Aujourd'hui, c'est quoi le discours? Je pense que factuellement, nous sommes dans une situation où il y a un reste du mouvement qui cherche une sortie. Et ils essaient de trouver par tous les moyens possibles cette sortie-là. Ils ne l'ont pas obtenu lorsque la première vague est partie. Ils ne l'ont pas obtenu à la deuxième vague. Ils ne l'ont pas obtenu à la troisième vague. Maintenant, pour les restants, on cherche une piste de sortie. Youssouf Makoumba, lorsque vous parlez de piste de sortie, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui doit normalement intéresser? C'est les revendications. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceux-là qui sont encore dans leur grève estiment que les revendications ne sont pas encore à 70%? Alors justement, c'est ça le souci avec cette crise. Cette crise, c'est-à-dire eux, dans leur lecture, ils ont une face de la pièce, ils refusent de regarder l'autre face de la pièce, c'est que vous avez des enseignants, vous avez des enseignants qui, eux, ont accepté de reprendre avec ces conditions-là. C'est du factuel. Vous ne pouvez pas faire le déni de ces enseignants. Mais personne ne l'a dit. Non, mais écoutez, non, je dis dans le discours. Permettez. Lorsque monsieur Youn réagit, lorsque monsieur Youn réagit en disant, mais écoutez, dire ça, c'est pas revenir sur le sujet de fond. Non, mais attendez, vous n'avez pas les chiffres. On a les chiffres du gouvernement. Alors, c'est votre appréciation, monsieur Yono. C'est votre appréciation. C'est votre appréciation de la réalité que vous avez vue à Ovendo. C'est votre appréciation en tant que gréviste. Et surtout de l'aile dure. Très bien. Ou encore l'aile qui veut se maintenir. Justement. Messieurs, vous allez très mal placé pour venir ici et dire Messieurs, permettez, s'il vous plaît. Il est 22h passé de plusieurs minutes. Et les Gabonais nous regardent. Ils veulent retenir quelque chose de cette émission. Et justement, actualité oblige. Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef du gouvernement, était du côté du lycée technique national Omar Bongo. Si la régie peut bien se mettre ces images, nous remettre ces images. Vous êtes un enseignant de ce côté. Qui sont ces personnes qui sont là-bas aujourd'hui?
ont-ils eu cours, ou encore ont-elles eu cours pour mieux parler, ces personnes, ces élèves? Je dis ceci. Vous voyez, l'occasion... Après, je sais que j'aurai l'occasion de terminer ma Permettez. L'occasion de tel débat, c'est aussi l'occasion de mettre un peu de clarté. Justement, Parce apportez que, cette clarté, allez-y. voilà, la clarté, elle s'impose aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un insidieux mélange de gens qui visent en réalité à flouer l'opinion. Les choses sont simples. Hein. Personne ne dit qu'il n'y a pas de collègues qui ne vont pas en classe. Il représente quoi aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous comprenez ça? Allez-y, permettons. Qu'est-ce qu'il y a d'enseignants là? Ce sont des... Non, messieurs, s'il vous plaît. Le but n'est pas de se discuter, messieurs. Allez-y. Non, permettez le souffle. Je n'ai pas le but n'est pas de se question. discuter. Posez la question. Allez-y. C'est pour vous, c'est les enseignants, numériquement, ils représentent quoi par rapport à l'ensemble? Permettez. Allons-y. Il nous reste 9 minutes. Juste 9 minutes. Juste 9 minutes. S'il vous plaît, messieurs. Allez-y. Il a compris la question. Allez-y, il a compris la question. Je dis ceci. Le besoin de clarté fait que tout le monde doit savoir que les enseignants, certains ont repris des cours. Vous voyez? Sur 305 que nous sommes au lycée technique national Omar Bongo, il y a moins de 120 qui ont repris les cours. Ce sont vos chiffres. Finalement. Allez-y. C'était une précision. D'accord. Le ministère n'était pas sur le terrain. La rencontre de ce matin... Messieurs, s'il vous plaît, Giovanni Boulingi, s'il vous plaît, messieurs. Le ministère avait la preuve de Messieurs, le but est de retenir quelque chose de cette émission, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas de Donc se ça, discuter. c'est ce que je veux dire. Maintenant, quand on a dit ça, vous voyez, et que de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est le procès de l'effritement du mouvement, ça me pose un problème. Ça veut dire qu'en réalité, on ne comprend pas que l'urgence est à faire en sorte que tous les enseignants aillent en classe. L'urgence, ce n'est pas de montrer que certains vont en classe et d'autres ne vont pas en classe. Ou l'urgence, ce n'est pas de dire que rien n'a repris ou bien que tout est à crise. Personne n'a jamais dit que rien n'avait repris. Que la Mais personne ne se réjouit de cela. entière. C'est ce que vous avez donné. Personne ne se réjouit de dire que la Nous sommes là, Permettez, messieurs, s'il vous plaît. je dis ceci. C'est aussi, Nous sommes là depuis le départ. Vous n'avez jamais entendu personne dire que certains enseignants n'étaient pas repartis en classe ou que rien n'avait repris. Qui vous l'a dit? que la crise reste entière. Alors, messieurs, malheureusement, messieurs, s'il vous plaît, non, c'est pas à vous de m'arrêter, s'il vous plaît. C'est au timing de m'arrêter. Malheureusement, nous sommes pris par le temps et je vous accorde 1 minute, juste pour chuter. J'ai envie de chuter. J'ai envie de chuter en disant ceci, et là, c'est à l'égard de Geoffroy. Je dis qu'il y a une responsabilité qui impose aujourd'hui que quand on parle des affaires de ce pays, vous voyez, il y ait comme une volonté de fuir. On ne peut pas continuer de dire, quand on assume aujourd'hui l'entièreté de la responsabilité de la conduite des affaires publiques, de continuer à essayer d'insinuer que ceux qui n'étaient pas là ont mal fait. Parce que nous tous, on est unanimes. Même eux-mêmes sont unanimes pour reconnaître Alors oui, les choses n'ont pas réagir. Ce qu'on demande, partie. ce qu'on exige, deuxième partie. c'est qu'aujourd'hui, les gens qui dirigent les affaires publiques assument l'idée que la continuité de l'État impose ceci, d'assumer le passif et de trouver les solutions, non pas de faire des procès pour le passé, parce que ces procès, même quand on les aura épurés, ils ne vont pas nous permettre de résoudre les problèmes. C'est compris. Oui, par souci d'équité de Soumba, moi je te permets de chuter. 1 minute, ensuite on donnera la parole malheureusement à Félicité. Voilà, donc heureusement, c'est long. Voilà, je disais justement qu'il y a aujourd'hui ce qui peut s'apparenter clairement à un faux débat, mais que veut entretenir la minorité ou quasi-minorité restante. Hein, parce que lorsque nous avons... Messieurs, s'il vous plaît, permettez, lorsque je parle on vous a écouté lors de votre chute. Non, permettez. Messieurs, permettez. Ah non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est de dire aux Gabonais... C'est un débat d'avis et d'idées. La vérité, c'est de dire aux Gabonais, monsieur Oyon, que
les assemblées générales de SOS Éducation, dite la base ou la lune ou la terre, eh bien, ne représentent pas l'ensemble des enseignants. Les âgés de SOS Éducation, dite la base, ne représentent pas. Mais il y en a qui le sont parce qu'ils savent que la situation n'a pas avancé. Mais écoutez, ça avec non, monsieur. Aujourd'hui, SOS Éducation. S'il vous plaît, messieurs. Non, messieurs, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette partie sous mon combat. Oui, permettez, messieurs, s'il vous plaît. Jérémy Ovono Nguema, s'il vous plaît, permettons à ceux-là qui nous regardent puissent retenir quelque chose de cette émission. Je me tue à le dire, messieurs, s'il vous plaît. Allez-y, nous sommes 30 secondes. Je vais vraiment terminer mon propos. Les âgés des SOS Éducation, la base, n'incarnent pas forcément la vie de l'ensemble des enseignants. C'est pas parce qu'à une AG, on dit il n'y a pas de reprise de cours, que dans les faits, il n'y a pas des enseignants qui décident de reprendre les cours. La réalité, c'est que ces AG n'empêchent pas plusieurs enseignants de reprendre les cours le lundi qui suit. Compris. Et je termine avec les chiffres donnés par M. Gardez ces chiffres, justement. On se retrouve avec une nette amélioration. Si vous communiquez ces chiffres, plusieurs téléspectateurs vont quitter. Donc permettez à ces téléspectateurs de rester encore avec nous. Les chiffres de Youssouf Mbumba Kumba, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les chiffres empruntés à M. Oyoun. En deuxième partie de cette émission, restez avec Actu. Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gabon Développement. Je suis Magali Rodriguez. Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent. Nous sommes actuellement sur le site qui abrite la station de péage Tumkoko Beach. Celle-ci permettra de récolter les fonds pour l'entretien de la route. Sur l'axe Tumkoko Beach, la mise en service des stations de péage marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures routières. Ces dispositifs s'inscrivent dans une politique visant à assurer un entretien régulier des routes et à garantir leur durabilité. Les recettes issues du péage permettront de financer la maintenance de ce tronçon stratégique essentiel pour la mobilité des populations, le transport des marchandises et le développement économique de la zone. Pour les usagers, ces stations contribuent également à une meilleure organisation du trafic et à la préservation de la qualité de la chaussée. Ce projet traduit la volonté des autorités de doter le pays d'infrastructures routières fiables et pérennes au bénéfice des populations locales et des usagers de cet axe reliant l'intérieur du pays à la commune de Koko Beach. De retour sur ce plateau de rester avec l'actu émission disponible du lundi au vendredi à partir de 22h10. Nous abordons toujours la question en rapport avec cette crise qui secoue l'éducation nationale. Plusieurs invités sont avec moi déjà depuis plus d'une heure. Geoffroy Fumbula Libeka, Jérémy Owono Nguema, Giovanni Boulingi, Youssouf Mbumba Kumba. Alors messieurs, dans la première partie, nous avons bien sûr abordé la question en rapport avec la crédibilité, surtout la solidité de cette crise. Au moment où plusieurs enseignants ont décidé de regagner les salles de classe, au moment où 3 provinces ont décidé de lever le mouvement, sinon de suspendre le mouvement de grève. Avant de revenir avec vous sur ce plateau, messieurs, allons-y tout de suite. Faire rentrer, permettez-moi de faire dans la personnification, la deuxième partie. Elle est également au centre des attentes, au centre des débats. C'est bien sûr la stratégie optée, choisie par le gouvernement mené par Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant de développer ce point, allons-y retrouver cet élément de la rédaction de TV+ Afrique. Lorsque la commission tripartite a été mise en place, le gouvernement a voulu envoyer un signal clair, privilégier le dialogue plutôt que l'épreuve de force. Face à une crise sociale qui paralyse les établissements et cristallise le mécontentement des enseignants, l'option choisie fut celle de la concertation structurée autour de l'État, des syndicats et des partenaires concernés. Au départ, la démarche a été saluée pour son ouverture. La tripartite offrait un cadre formel, une table commune et surtout la reconnaissance officielle des revendications portées depuis des mois. Régulation des situations administratives, paiement des rappels, amélioration des conditions de travail, réforme des statuts. Sur le papier, la méthode semblait cohérente avec l'épargnement affiché d'une gouvernance plus participative. Mais très vite, la question du tempo
s'est imposé. Si la commission a permis d'apaiser certains enseignants, elle n'a pas immédiatement produit des résultats tangibles. Or, dans une crise sociale, le temps politique n'est jamais le temps administratif. Les enseignants attendaient des actes rapides. L'État répondait par des mécanismes graduels conditionnés aux arbitrages budgétaires et aux procédures. La stratégie gouvernementale apparaît ainsi fondée sur 2 axes. Contenir l'embrasement social tout en sécurisant l'équilibre financier. Une approche prudente, voire décisive, qui vise à éviter les concessions précipitées, susceptibles de créer un précédent pour d'autres acteurs. Mais cette prudence a un coût, celui de la confiance. À ce stade, le gouvernement semble avoir privilégié la stabilité institutionnelle à court terme. Reste à savoir si cette stratégie tiendra dans la durée. Car au-delà des commissions et des calendriers, la crise de l'éducation interroge la capacité de l'État à transformer des engagements en décisions exécutoires. Entre dialogue institutionnalisé et impatience sociale, l'équilibre demeure fragile et l'école, elle, continue d'attendre. La stratégie, c'est également le discours. Brice Clotaire Oligingama a effectué une visite du côté de lycée technique national Omar Bongo. Il a eu à prononcer un discours assez, je pense pas dire évocateur, messieurs. Il dit ceci: ceux qui veulent rester en grève, pas de problème, mais il exhorte les enseignants de repartir en classe. Il refuse de couper les salaires. Geoffroy Fumula, discours qui vise ou qui apporte la sérénité selon vous? Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un autre Gabon. Comparativement à la même crise entre 2016 et 2017 avait donné droit à la coupure des salaires, mais au ménage de radiation. On a vu les grévistes être gazés par les forces de sécurité et de défense. Contrairement à un chef d'État aujourd'hui, qui aurait pu bel et bien, au regard de la loi, adopter la même posture. C'est vrai que nous sommes dans un autre Gabon. Il décide et il appelle à la responsabilité des enseignants grévistes. Il ne menace pas de coupure de solde. Il n'est jamais allé gazer les enseignants lors d'un de leurs rassemblements. Il n'a jamais menacé de radiation qui que ce soit. Alors que le principe de la loi, et j'ai eu plaisir à suivre le discours en ce temps, la conférence de presse du Premier ministre, du porte-parole de la présidence, M. Billy Binzer, en ce temps, il avait rappelé justement les dispositions de la loi. Il disait quand on est en temps de grève, on est censé ne pas être payé pour les jours de grève. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une personne autorisée qui l'avait dit en son temps. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, nous avons un président qui, pour les raisons qui sont les siennes, décide de ne pas être rigoureux envers les enseignants qui ne partent pas en salle, mais appelle à la responsabilité des uns et des autres. Je vais vraiment rebondir sur la crédibilité de ce que nous sommes en train de faire, le mouvement d'humeur. La crédibilité, parce qu'on ne peut rien construire de grand si on ne met pas de la crédibilité. Moi, j'ai été, je te le dis, je peux le tutoyer parce que c'est mon frère d'abord. J'ai été sincèrement gêné de t'entendre tout à l'heure réagir face aux propos de Youssouf, en disant, mais Youssouf ne peut pas se prononcer parce qu'il ne sait même pas si tu es pour ou si tu es réparti en salle ou tu n'es pas réparti en salle. Non, je pense qu'il faut assumer. Et l'une des faiblesses justement de nos syndicats qui sont en train d'écrire aujourd'hui, c'est que nous avons toujours eu des personnes dans des corporations professionnelles qui n'ont jamais assumé leur engagement. Vous posez la question à ces personnes. Je parle à Jérémy Capratique, c'est mon frère. Je ne sais pas s'il a été de façon officielle syndiqué, il va nous le dire, membre d'un syndicat. Je ne sais pas si, en toute franchise, il a déjà apporté, comme l'exige l'organisation de tout syndicat, sa contribution de façon permanente, financière au mouvement. J'ai même entendu certains qui ont dit, oui, mais nos représentants, quand ils sont allés là-bas, qui a payé leur taxi? Mais la question que moi j'ai bel et bien envie de poser, la question que je vais bel et bien poser en réponse, qu'est-ce que vous avez donné comme taxi à vos représentants? Ce sont vos représentants. Pourquoi je soulève ces exemples? Simplement pour dire que nous, en tant qu'acteurs civiques, je parle par expérience, malheureusement quand vous portez une cause, les personnes pour lesquelles vous portez cette cause-là vous abandonnent, attendent que les résultats.
Et c'est ce qui fragilise bon nombre d'actions. La crédibilité, je chute là-dessus, c'est la représentativité aujourd'hui des AG. Jérémy, je sais que tu es franc, tu es honnête. Et je sais que tu ne peux pas me dire ici que le nombre ou bien le volume de personnes présentes à la première AG est le même volume aujourd'hui, bien il est encore plus important. On a tous suivi ces vidéos. Il y a peu de personnes qui répondent présentes aux AG. Ça veut simplement dire que si à la base nous sommes 1000 personnes dans un mouvement, mais le fait qu'il n'en reste que 100 qui se prononcent ne sous-entend pas que la décision, elle est même légitime. Non. Ce qui rend légitime une action, c'est l'implication et l'intéressement des personnes concernées. Est-ce que le volume de personnes concernées au départ de ce mouvement est le même aujourd'hui? Les faits sont là. Non. Donc il faut se mettre à l'évidence qu'on a encore un groupe, effectivement, qui continue de porter le combat et je chute par là. Mais on avait papa Simon Donizio qui l'avait dit. Que ne tombez pas et ne tuez pas votre mouvement. Par expérience, ça fait plus de 33 ans que je mène ces combats. Le premier jour, nous sommes 5 millions. Deuxième AG, nous sommes 2000. Troisième AG, on devient 10. On va finir là la grève de la faim du côté de Sainte-Marie. Il a dit lors de cet AG. C'est ce donc quoi nous sommes présentement. Je pense qu'on a raté, vous avez raté, et c'était le sens du plaidoyer qui n'a pas été compris quand j'ai interpellé à plusieurs reprises. Vous aurez eu tout intérêt à garder la main là-dessus. Parce que là, vous-même, vous avez fragilisé votre mouvement. Je pense que si vous étiez répartis en cours au moment opportun, vous aurez gardé la main sur tout ce qui se fait. Or, aujourd'hui, à l'épreuve des faits, nous avons beaucoup d'enseignants qui repartent en salle. On peut discuter du nombre, mais ils sont plus importants que lors des précédentes AG. Et ces enseignants, sans vous renvoyer un message, mais vos décisions s'appliquent à qui? Non, on ne se reconnaît plus dans vos décisions. Du moment où vous avez dit suspension de grève, dans le cas de l'estuaire, l'estuaire a dit quoi? Continuité du mouvement, non? Faisons le tour. Est-ce qu'il n'y a pas cours? Et malheureusement, vous avez été alerté par des doyens comme Simon Donizio, sur qui on a hué ce jour-là, parce qu'il avait donné cette orientation. Mais là, nous sommes aujourd'hui à l'épreuve des faits. Giovanni Bouligui, stratégie, et revenons un tant soit peu sur celle qui était de recevoir les leaders des mouvements. La base a toujours, bon, je parle au pluriel parce qu'il y a plusieurs bases. Aujourd'hui, la base estuaire et bien sûr les thèmes. Les bases ont toujours demandé à rencontrer Brice Clotaire Oligui-Nguema. Oligui-Nguema, lui, a opté pour une commission tripartite. Peut-on dire que cette stratégie a porté ses fruits aujourd'hui? La demande de SOS Éducation à rencontrer Oligui-Nguema n'était que légitime et légale. Négocier avec le président de la République? Naturellement, parce que la constitution pour laquelle Geoffroy a soutenu les dispositions font d'Oligui-Nguema le chef du gouvernement et le seul à prendre des décisions. Et qui travaille sans ministre. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On sait tous que les ministres à l'intérieur de ce gouvernement sont des faire-valoir. C'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui décide de l'orientation et des décisions en dernière ligne. Donc, si les enseignants demandent à discuter avec celui qui a la décision, ce n'est que normal. Moi, je suis étonné par le fait que M. Mbumba fasse usage de la calculatrice électorale de la 5e République qu'a utilisé Imongo pendant les dernières élections, qui vous donnait des chiffres qui dépassaient parfois le nombre... Et vous utilisez quelle calculatrice? Et c'est étonnant. Voici votre calculatrice, elle est juste à côté de vous. Pour vous, une fois il sort une parole, c'est une vérité d'évangile. Non, monsieur Oyon a eu au moins la sagesse. Vous avez quand même un gouvernement. Vous avez un gouvernement, vous ne l'avez pas. Non, monsieur Mbumba. Moi, je suis dans le factuel. Allez-y. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Monsieur Oyon a eu au moins la sagesse de ne pas se prononcer sur les chiffres. C'est vous qui l'avez. Il s'est prononcé sur les chiffres. Il s'est prononcé sur les chiffres. Allez-y. L'autre aspect qui m'étonne aujourd'hui, c'est que M. Foumbla semble oublier les moyens qui ont amené Oligui-Nguema au pouvoir avant l'élection présidentielle. Il est venu par les armes. Et la caution du peuple a été donnée par le fait que a été donnée à ce coup d'État par le fait qu'on ne voulait plus voir la gouvernance du passé. C'est un rejet de cette gouvernance-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir situer le baromètre au niveau de
Nous sommes toujours dans la classe des échoués, mais vous pouvez vous réjouir du fait que dans cette classe des échoués, Oli Nguema est en tête. Oui, mais Giovanni Bouligny, Quel permettez-moi. attends, je cherche toujours le lien. Permettez-moi de vous relancer un temps soit peu. Oui, Giovanni Bouligny, permettez-moi de vous relancer un temps soit peu. Le Gabon a connu des crises. Là, certaines personnes estiment qu'on a eu et enregistré une proactivité de la part des Brice Clotaire Oli Nguema. Aussitôt le mouvement déclenché, aussitôt une commission tripartite. Est-ce que vous ne louez Est-ce que vous ne louez pas un tant soit peu le dynamisme de Brice Clotaire Oli Nguema? Et surtout que jusqu'à présent, il n'y a pas encore suspension de salaire. Qui nous cite à quel moment Le ça s'est dynamisme passé se situe à quel niveau? Je vous pose la question. Si aujourd'hui, dans les 9 provinces que compte le Gabon, 6 sont dans le blocus. Et même dans celles Ce qui que ont... vous dites est faux, monsieur Bouligny. Maintenant, vous le mettez en cause. Mais c'est faux ce que vous dites lorsque vous dites que et même dans les provinces, c'est pas un blocus, c'est une information d'un mouvement. C'est pas une information nationale. Permettez. Et même dans les provinces où les cours ont repris, vous avez encore de poches de résistance chez certains enseignants. Qui représente quoi? Mais c'est vous qui avez les chiffres, comme vous avez votre calculatrice, vous nous direz. Je vous demande qui ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, comme vous voulez ramener les enseignants par le col de la chemise dans les salles de classe, ce sont les élèves qui paieront le prix. Pourquoi? Parce que faut pas oublier ce qui a ramené les enseignants hors des salles de classe. C'est la misère qu'ils traversent. Et comme le peu qu'ils ont peut être coupé de par le fait du maintien de la grève, par stratégie, ils vont décider d'aller en salle de classe, mais pour faire quoi? Mais qui est certain aujourd'hui de la qualité de l'enseignement qu'ils donneront à nos élèves? Donc, parce qu'on a les consciences qui vont saboter les cours. C'est un peu donc, ça. si réellement la volonté comme ça était de résoudre le problème, c'est pour ça que je posais une question simple au départ. C'est pas l'image des enseignants. Je refuse qu'on donne cette image. Je ne crois pas que nos enseignants peuvent faire ça. Allez-y, permettez. Avant de nous dire que le gouvernement ne sont pas des politiciens, les enseignants. la situation financière des enseignants, il aurait été plus sage de nous dire combien ça coûte à l'État et qu'on regarde par rapport à l'existence si je vais dire logique ou pas. Oui, évoluons s'il vous plaît. Ça, j'ai été dire pour mes parties par vous, justement. Il y a cette crise et surtout cette crainte. Les anciens qui décident de regagner les salles de classe, qu'allez-vous faire réellement? Vos collègues, est-ce qu'ils sont allés pour enseigner nos enfants ou seulement pour faire une grève froide? Je dis ceci, et il faut rappeler les faits, parce que les faits, ils sont têtus. Les 3 provinces qui ont décidé de suspendre la grève. Je crois que les mots ont du sens. Suspendre la grève. Ça suppose quoi? Ça suppose que nous sommes dans une situation où en réalité, nous ne sommes pas encore dans le règlement du conflit même. Nous sommes sur la voie du dénouement parce que et moi je les entends, il y a mes collègues, je viens d'un lycée où il y a des gens qui vont en classe. Je ne suis pas... Vous évoluez, heureusement. Non, je ne l'ai jamais dit. Mais allez-y, continuez. Vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie, évoluez. Et j'ai le droit de m'insurger. Allez-y. Cette espèce de réductionnisme malsain dans lequel on fait rentrer les gens. Ce n'est pas pour éclairer la situation. Je dis, personne n'a jamais dit ici qu'il n'y avait pas d'enseignants qui n'allaient pas en classe. Je dis, ces enseignants, voilà. C'est la question posée aujourd'hui. La question, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont en classe. Pourquoi? Vous avez des gens qui vont en classe parce qu'il y a des précédents. Et parce qu'il y en a qui estiment que moi, je vis déjà mal. Si on me suspend encore de mon petit salaire que je n'ai pas en totalité, vous voyez, je ne m'en sors pas. Et donc, j'y vais. Il faut que ça soit une réalité. Vous ignorez volontairement ceux qui ont accepté l'offre du gouvernement. Non, mais quelle est l'offre du gouvernement? Permettez, lorsqu'il est fini, tu prendras la parole juste après. Tu prendras la parole juste après, M. Mbakoumba. Allez-y. Vous voyez, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire. La seconde chose que j'ai envie de dire, et je crois que
De retour sur ce plateau de Rester avec l'actu, nous abordons la question en rapport avec la crise en éducation, on croit l'éducation nationale. Vous aviez la parole, Jérémy Owono Nguema. Peut-on parler aujourd'hui de crise ou reprise de cours? Aujourd'hui, nous sommes toujours en crise. Nous sommes toujours en crise pour une bonne raison. Et il faut le rappeler à l'égard de la nation. Si vous avez dans un établissement, dans une salle de classe qui doit recevoir normalement, en temps normal, 10 enseignants, et que vous avez 4, soyons optimistes, et même que vous avez 8 qui font régulièrement cours, vous voyez, je le redis, pour un État sérieux, c'est un problème. Or, si on continue à dire, en fait, le mouvement s'essouffle parce qu'il y en a qui repartent en classe, ça veut dire qu'en réalité, ce mouvement, il n'est plus crédible. Vous voyez, j'insiste, on fait fausse route. L'enjeu, c'est de solutionner le problème. Et je persistais en disant que il faut quand même qu'on ait une mémoire et que la mémoire fait que beaucoup d'enseignants vont dans les salles de classe, pas parce qu'ils veulent absolument y être. Ils vont parce qu'ils se disent, moi je n'ai personne à Libreville, je n'ai personne à Lambaréné, je n'ai personne à Mbigou pour prendre soin de moi et de ma famille, par peur de suspension de salaire, il vaut mieux que j'aille. Vous parlez pour vous. Je ne veux pas qu'on donne cette image aux enseignants, tous les enseignants. 30 secondes. Allons-y. Vous parlez pour vous, pas tous les enseignants. Je ne suis pas venu ici je ne suis pas venu ici avec la prétention ou l'étiquette de représenter un mouvement syndical. Non, mais c'est je ce que dis vous êtes bien, en train de je faire. parle en Cette tant image qu'enseignant et négative. citoyen. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas de fausses insinuations. Très bien, permettons, évoluons. Alors, à Youssouf Mbakoum, il faut dire que cette crise permettait date de 15 ans, voire 14 ans. Et les enseignants gabonais ont toujours réclamé un tant soit peu l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est bien sûr la construction des bâtiments, des écoles. Youssouf Mbakoumba, d'où venons-nous en réalité en République gabonaise? Pourquoi l'éclatement de cette crise maintenant? Et est-ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema et son gouvernement, en lançant la construction de 4 bâtiments, et c'est la région de connivence, on a 4 bâtiments, logement au lycée technique, avec bien sûr la construction du Lubin Martial Antoum, le lycée Lubin Martial Antoum, peut-on véritablement dire là que le gouvernement Brice Clotaire Oligui-Nguema est en train de tordre le cou un temps soit peu à ce qui s'était fait hier? Le moins ce qu'on puisse dire avec le minimum de lucidité, c'est de reconnaître qu'il y a un chemin qui a été parcouru. Ce chemin-là ne nous a pas encore amené à la destination finale, ça c'est l'évidence, c'est un peu le tout ou rien. Ça, c'est la destination finale, mais nous sommes quittés de quelque part et nous nous trouvons actuellement à un niveau bien précis. Donc, il y a eu une évolution, c'est factuel, et les chiffres parlent également pour eux. Lorsqu'on voit le nombre d'enseignants mis en pré-salaire, les chiffres sont quand même importants. Le nombre d'enseignants... 1810. Voilà. Donc, non, ce n'est que des promesses. Oui, alors... Permettons. Oui, alors, vous avez dit de ne pas faire des procès d'intention. Pourquoi vous faites des procès d'intention au gouvernement? Parce que ce sont des promesses. C'est pourquoi je messieurs, s'il vous plaît, permettez. Messieurs, soyons cohérents. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, il y a une décision qui a été prise. Je pense que les propos sont assez clairs à ce stade. Nous suivons le dossier depuis le début. C'est de dire, nous nous sommes accordés sur tel point. Ensemble, nous irons jusqu'au 25 juillet. Et nous verrons si nous sommes sincères ou pas. Ça, c'est le gouvernement qui parle. Et ils disent quoi aux enseignants? Écoutez, ensemble, main dans la main, nous allons arriver au 25. Et là, vous-même, vous allez nous évaluer. Nous ne sommes pas encore au moment de l'évaluation. Il y a eu des échanges et des accords de ces évolutions, de ces chiffres, de ces pré-salaires qui ont évolué numériquement, de ces agents qui ont vu leur situation administrative améliorée. Ce n'est pas le tout ou rien, mais c'est le plus de ce qui existait avant. Donc, tous ces chiffres-là sont là pour le parler. Vous avez par exemple la marge budgétaire nationale qui est à 40%, de moins ce que représente l'investissement qui va être fait concernant les enseignants, parce que vous ne pouvez pas aller dans une négociation en attendant à avoir le jour de la négociation sur la table, des milliards qui seront déposés comme ça sur la table, et ensuite les enseignants rentrent avec ces milliards dans leur maison. Ça n'existe nulle part sur Terre, et malheureusement les politiciens ont réussi à infiltrer ça dans l'esprit de certains enseignants. Et ça c'est bien dommage. Et ils ont nourri les enseignants de ce grand mirage. Or ça n'existe nulle part, et eux-mêmes, pour ceux qui étaient là avant, ils n'ont jamais fait. Mais je vais également ajouter ceci. Il ne faut surtout pas mépriser les enseignants qui ont décidé de reprendre les cours. C'est très important. Il ne faut pas donner le sentiment que nous sommes dans un tableau
Gabon, où les cours n'ont vraiment pas repris. Je prends, lorsqu'on dit par exemple, 3 provinces ont décidé de suspendre la grève. Ou 6 provinces continuent à gréver. Le G5, G7, le langage, ce narratif-là n'est pas vrai. Il faut préciser que si mouvement SOS Éducation au Gabon, donc 6 provinces, ont décidé de rester en grève, ce n'est pas l'ensemble des enseignants qui ont décidé de rester en grève dans chaque province. Même la province où il est dit que les enseignants, même attendez, mais non, dans l'utilisation, dans le discours, il fallait permettez-moi, d'accord, peut-être vous ne le dites pas, mais beaucoup l'entretiennent. Ça c'est un fait, et je reviens rapidement sur certains chiffres pour parler justement de l'évolution de cette crise-là. Vous avez les chiffres du ministère, précision. Ça c'est de Monsieur Owon parce qu'il n'est pas le ministère, il n'est pas la version officielle des chiffres. Monsieur Boulingui, nourrissez-vous des chiffres officiels. Alors, Monsieur Owon, juste pour parler, entre le 19 janvier et le 2 février 2026, la semaine dernière, eh bien, il y a eu une évolution de 26 à 51% de présence d'enseignants au lycée technique, dans l'enseignement technique autant pour moi. Dans l'enseignement technique. Mais permettez-moi, et là nous sommes à la semaine passée. C'est pas cette semaine. Et on sait que ça va vraiment évoluer. Messieurs, non, c'est pas vous qui posez les questions. À partir de ces chiffres, monsieur Wong, vous dites ceci, la situation est en train d'évoluer. Les enseignants, s'il vous plaît. Messieurs, évoluons malheureusement. Geoffroy Fumula Libeka, revenons un peu sur la construction de ces salles de classe, parce qu'il faut aussi dire que c'est un mal qui est connu en République gabonaise, même sous Ali Bongo Ondimba, même sous plusieurs ministres ou anciens premiers ministres, c'est un mal qui revenait sur la liste de plusieurs parents d'élèves, plusieurs enseignants. En lançant ces travaux, Brice Clotaire Oligui, mon parcours de stratégie, est-il véritablement là en train de trouver une solution à la racine à ce problème? Mais cela se traduit même dans l'expression de nos lois de finances. La dernière loi de finances en 2023, le budget de l'éducation nationale était autour de 194 milliards, si mes souvenirs sont bons, pour à peu près 20 milliards en matière d'investissement. 194 milliards. Le budget de l'éducation nationale aujourd'hui doit osciller autour de 250-280 milliards, mais pour 40 milliards d'investissement. Mais justement, c'est ce dont il est question. Si on n'investit pas dans l'éducation, comment voulons-nous corriger justement tous ces manquements? Il faut reconnaître qu'autrefois, même si on aime à dire on n'a pas besoin, mais c'est justement sur la base de ce qui s'est passé autrefois qu'on corrige. Si certains ici font le reproche en disant oui, vous avez géré la transition pendant 2 ans, c'est parce qu'ils se souviennent bel et bien qu'il y a eu une transition qui est derrière. Ils ne restent pas focus sur l'avenir. Donc on ne peut pas aujourd'hui demander de prendre en compte la transition et dire non, ne prenez pas en compte ce qui s'est passé avant la transition. Il faut qu'on soit honnête. Le tout cumulé, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement, beaucoup d'intéressement au niveau de l'éducation nationale. Ce sont des faits. Aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement font cet effort. On revoit, après combien d'années voit-on aujourd'hui pousser, notamment au Lycémba, des logements pour les enseignants? Les derniers logements datent de quand? Il y a eu combien de gouvernances des derniers logements à aujourd'hui? Combien de logements d'enseignants ont été rajoutés au lycée technique, par exemple? Combien? Combien ont été rajoutés au Lycémba? Et pourtant, vous voyez tous à quoi ça ressemble. On ne peut pas attendre qu'en l'espace de 9 mois de mandature, que le président puisse résoudre tous les manquements au cours des 30-40 dernières années. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Et parlons de conséquences. Je veux bien. Parce que si on dit qu'il faut résoudre le problème, il faut le résoudre de façon générale. On a 27 000 situations régularisées dans le secteur de l'éducation. Mais si on fait un cumul de toutes les situations régularisées, nous sommes peut-être à 100 à 50 000 situations régularisées. Je prends juste l'indicateur de 50 000. Actuellement, le nombre de fonctionnaires au Gabon aussi autour de 113 024 fonctionnaires pour une masse salariale de 906 milliards. Donc si on considère qu'il faut régulariser en 9 mois les 50 000 situations pour tout le monde, cela sous-entend qu'on doit prendre pratiquement, rajouter aux 906 milliards qui existent, la moitié pour répondre à tout ça. Donc se retrouve avec une masse salariale qui va à partir de 900 milliards à pratiquement 1400 milliards.
D'accord, 1500 pratiquement. Mais quand on le fait, je parle encore des enseignants. Est-ce qu'on ignore qu'aujourd'hui, le Gabon, par exemple, vient de relancer le programme avec le FMI? 1. Quels sont les critères de convergence du FMI? Le ratio masse salariale, recette fiscale, en deçà de 35%. Nous sommes présentement avec les 900 milliards pour les 113 024 fonctionnaires à un ratio qui est aussi autour de 41-42%. Ce qui sous-entend que si on réagit dans le sens que vous souhaitez, en l'espace de 9 mois, on va quitter d'un ratio qui tourne autour de 41% à un ratio qui va osciller autour de 60%. Là, ce ne sont plus que des questions propres au Gabon. Parce que quand on parle de FMI, on parle de la zone CEMAC. Pourquoi est-ce que le Gabon a réduit son budget investissement dans la loi de finances initiale? On était autour de 3 000 milliards de budget d'investissement. Mais c'est simplement parce que tous les pays de la zone ont estimé qu'en fonction de nos réserves d'échange, ce n'est pas possible que le Gabon, à lui seul, déjà, on a un taux de réserve d'échange qui ne fait que s'affaiblir. Je pense que nous sommes pratiquement à 4 mois de réserve d'échange. Mais si le Gabon maintenait ces 3 000 milliards avec toute la volonté que le président avait, on pouvait se retrouver avec un taux peut-être de 1 mois. Mais le Gabon a dû reculer. Partir de 3 000 milliards de budget pour revenir à 1 000 et quelques milliards de budget. Tout ça pourquoi? Parce que le Gabon comprend qu'il n'évolue pas tout seul. Ici, juste ce que je suis en train de dire, je l'ai dit depuis le départ, les revendications sont légitimes. Et je suis d'avis avec les enseignants qui partent dans le sens du chronogramme. Si aujourd'hui, l'État a consenti à 4 000 régularisations sur un plafond de 12 000, rien que pour le corps enseignant, la bagarre doit être de se dire, sur l'ensemble du mandat pour lequel le président a été élu, comment est-ce qu'on fait pour apurer tout ça? C'est ce qui est, à mon sens, faisable. Très bien. Et je chute, si vous, 30 secondes, si vous le permettez. Allez-y. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que je pense que ça permettra aux enseignants de tenir justement, d'avoir un canevas réaliste. Et ils pourront justement apprécier l'évolution de ce dernier parce que, en plus des situations à régulariser que le président a trouvées, dont il ne refuse pas d'assumer la paternité, il devrait également, au cours de son mandat, régulariser les situations qu'il va créer. Parce que quand on a ouvert l'ENI, on a ouvert l'ENS, c'est pour que de nouveaux enseignants rentrent. Mais il aurait aussi pu se dire, moi je me concentre uniquement à mon mandat, je ne suis comptable que de ceux qui sortiront de mon mandat. Mais ce n'est pas la posture dans laquelle il est. Alors, mais c'est malheureusement... Non, je vais présenter un chemin que le dire, 20 secondes, parce qu'il n'est pas comme ceux qui ont gouverné avant. Parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Les 20 secondes. Et qui faisaient ça. Parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés... Vous vous rappelez ça? Oui, mais avant, j'étais pas là. Merci de reconnaître que le président est différent. Votre président était là. Non, mais votre président était là. C'est pas le problème. L'essentiel du gouvernement. Oui, mon président le disait avant. Justement, reprenez. Et malheureusement, c'est votre mot de fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Restez avec l'actu. En revenant un peu sur la sortie de l'ancien Premier ministre qui est bien sûr président de votre parti politique. Ce n'est pas une discrétion, c'est parce que c'est prononcé justement sur la situation du ministère de l'Éducation nationale. Il a condamné un temps soit peu la gestion, il a critiqué le fait que Brice Clotaire Oligui-Nguema et son gouvernement se sont entourés des anciens représentants, des anciens membres du gouvernement Ali Bongo Ondimba ou Daniel Claude Binzedière. Quelle est votre lecture lorsque vous observez la construction des salles de classe sous Brice Clotaire Oligui-Nguema quand on sait que c'était un mal très évoqué? Mais écoutez, les constructions des salles de classe, même sous Ali, il y en a eu. Mais est-ce que autant même rythme. Allez-y, c'est son mot de fin. Même sous Ali Bongo, il y en a eu. D'accord? Les universités, même, il y en a eu. D'accord? Donc, au fond, si c'est ça le baromètre, j'ai envie de pleurer. Parce que quand on compare... Est-ce qu'on peut au moins terminer... Moi, je peux le... Allez-y, et l'incohérence des positions que défendent M. Foumbula et M. Mbumba ce soir, c'est de nous dire qu'on est obligé de partir du passé. Mais allons aussi dans le passé. Qui était ministre de l'Éducation nationale dans les 5 dernières années, notamment 2023. J'ai entendu M. Foumbula. Et son Premier ministre. Mais est-ce que je peux terminer? Allez-y, c'est votre mot de fin. Voilà, en plus c'est mon mot de fin. Allez-y, Giovanni Boulingui, permettons, monsieur. C'est bien l'actuel ministre de l'Éducation nationale qui a été aux affaires depuis cette période. Et c'est pour ça que je dis que la lecture que fait M. Foumbula est trompeuse. Et elle est volontairement trompeuse. Pourquoi? Parce que de dire aux enseignants aujourd'hui
que c'était un fantasme de demander la régularisation de leur situation sous Olivier. J'ai jamais dit ça, ne me prêtez pas des... Allez-y. C'est un fantasme de le demander parce que le président n'a que 9 mois de gestion. Monsieur Foumbula n'ose pas dire que entre 2023 et 2026, il y a eu au moins 2 années budgétaires et l'éducation nationale recevait sa part. Donc, au fond, entre les salles de classe qu'il fallait construire, les situations... Il y a eu 6000 situations régularisées entre 2024 et 2025. Allez-y. Sur des chiffres. Oui. S'il y avait une volonté de résoudre le problème des enseignants, ça se saurait par les réformes qui auraient été prises pendant cette période-là. Les enseignants, ce n'est pas des imbéciles. Ils auraient vu clairement qu'il y a des réformes qui sont là pour résoudre le problème sur le court, moyen et long terme. Très bien. Et donc, on n'attend pas la grève en 2-3 jours pour commencer à régulariser 600 ou 400 ou combien de dossiers et donner l'impression qu'on est trop à fond pour régler les problèmes des enseignants. Lorsqu'on a augmenté les fonds à la présidence, la masse salariale à la présidence, il n'y avait pas de problème d'argent. Lorsqu'on a augmenté l'argent sous l'auspice d'un parlement où M. Foumbula était vice-président. Qui a voté contre le budget, a raison. Oui, mais ce budget-là est passé. Il a voté contre. Non, là vous êtes plus solidaire de l'Assemblée nationale. Il vous reste 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est que quand on a augmenté ces budgets-là, là, il n'y avait pas de problème d'argent. Lorsqu'on a augmenté les budgets liés à l'égard des officiers, des hauts officiers de l'armée, il n'y avait pas de problème d'argent. Lorsqu'on a augmenté les salaires de parlementaires, il n'y avait pas de problème d'argent. Le président lui-même, pendant la campagne, on lui a suggéré d'éliminer certaines institutions qui ne servent à rien, comme celle où siège M. Foumbula. Encore une fois, porter la démonstration. Il était le premier à dire qu'il n'y avait pas besoin de suppression, il y a suffisamment d'argent. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de votre... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les recettes fiscales étant celles qu'elles sont, les pratiques de ce système font que, on sait aussi que ce n'est pas tout qui est déclaré. Commencez à remettre l'argent du Gabon vers ceux qui travaillent pour que le Gabon reste debout, au moins on saura 1400 milliards de masse salariale, c'est peut-être trop parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Bien, Giovanni, malheureusement, Giovanni, c'est malheureusement. Il est évident que la crise est profonde dans le système éducatif gabonais. C'est le grand chaos. Et ça, on n'a pas attendu la transition pour découvrir. On est vraiment à fond là-dedans. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir que Brice Koté Oligoma prenne des décisions encore plus courageuses pour véritablement sortir de cette crise. Il apprend déjà à prendre des décisions. Ça, c'est indispensable. Lorsque Giovanni Bouringui rappelle un peu le profil également de la personne à la tête du département, là également, on peut se poser des questions. Il va falloir essayer de réfléchir un peu à des formules adaptées aux défis actuels. Mais il faut aussi rappeler ceci, que la tristesse de cette noble cause menée par les enseignants est qu'il y a certains politiciens avec des visages quasiment de vautours se nourrissent de la plaie béante, se nourrissent malheureusement avec un esprit inquiétant, à mon sens. Ils se nourrissent de cette plaie béante des études des enseignants, la souffrance, la peine des enseignants. Ils se nourrissent de ça et ils l'activent au maximum à leur profit. Pas au profit de la République, pas au profit des enseignants, pas au profit des élèves, mais à leur profit. Il suffit d'écouter par exemple le discours de M. qui fait une heure ou 45 minutes de discours en parlant de sa vie personnelle pendant 45 minutes sur 55 minutes sur 1 heure et 5 minutes pour dire écoutez, vous décidez vous-même. Donc on a un peu ça, ces éléments-là et d'autres à l'extérieur tels que Giovanni Bouringui et justement Giovanni Bouringui et tout son camp qui vient activer au maximum le feu pour maintenir cette situation. Vous pensez quand même que le ministre n'a pas le droit de se prononcer? Il a quand même occupé des postes de Premier ministre. Objectivement, monsieur Alain-Claude Bilibindia, en tant qu'ancien Premier ministre, devrait faire simplement un acte d'humilité, à mon sens, c'est de dire, écoutez, nous sommes responsables de ce chaos-là et que nous espérons que ceux qui nous ont succédé réussiront à corriger nos erreurs du passé. C'est un peu comme voilà, je pense que c'est le minimum qu'ils puissent faire. Malheureusement, il n'a pas, à mon sens, objectivement, et au regard des faits, la hauteur de venir ici et de dire, voilà, nous reconnaissons avoir commis toutes ces erreurs-là. Non, je termine parce que... 30 secondes. C'est le mot de sens. Et justement, pour terminer sur ce sujet, l'autre tristesse, c'est que, je prends le cas de M. Owon. M. Owon, il apparaît aujourd'hui quasiment dans le cœur du débat. Mais avant M. Owon, nous avons d'autres noms
au début de cette crise. Que s'est-il passé? Ils sont arrivés comme M. Owen, ils se sont exprimés. Après un jour, bon, il y a eu une rencontre, après ils ont disparu. Bon, M. Owen est venu, est-ce que c'est sa vague, est-ce que c'est son tour? On ne sait pas. Et ça, derrière des M. Owen, vous avez ces enseignants qui espéraient avoir des personnes capables de parler en leur nom, directement ou indirectement, bien sûr, en disant que voilà, en tant qu'enseignant, ils sont représentants des enseignants. Mais il y a un peu ce cycle-là qui, à un moment, il va falloir qu'il s'arrête. Il va falloir un moment que chaque parti prenne sa part de responsabilité, les enseignants de leur côté, parce qu'ils sont en train de reprendre les cours progressivement, mais qui prennent leurs responsabilités, et le gouvernement en faisant concrètement avancer les choses. Jérémy Owono Nguema, votre fin. Je prends le mot de fin pour dire ceci. Je dis que le procès qui consiste à mener les gens à penser que ce sont les enseignants qui ont un problème, c'est un faux procès. Il faut plutôt regarder à la vérité. Et la vérité, elle consiste aujourd'hui à comprendre que la crise à laquelle nous assistons est une crise d'ordre systémique. Et en tant qu'elle est une crise d'ordre systémique, elle engage une réponse qui est de l'ordre politique, parce que c'est un problème de justice sociale. Et je le disais tout à l'heure à Geoffroy, je lui disais que le problème de la justice sociale, c'est que la justice sociale engage deux dimensions. Il y a la dimension de la redistribution. Comment est-ce que l'argent de l'État, l'argent que le pays produit, est redistribué entre tous les fonctionnaires, sinon tous les commis de l'État? Ça, c'est la première dimension. Or, à ce niveau, on a des choses à dire. Je ne veux pas le rappeler, mais vous voyez, il y a dans notre pays des injustices salariales qui ne se comprennent pas. Ça, c'est le premier aspect. Il faut qu'on soit en aptitude de les corriger. Et le discours de l'État, pourquoi il est quasiment inaudible aujourd'hui? Pourquoi les gens n'y croient pas? Parce que dans la même République, dans la même période, on peut augmenter les autres et demander à certains d'attendre. Vous comprenez? C'est ce qui est incohérent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on avait dit tous les fonctionnaires attendent, ça n'aurait pas eu la même résonance que ce qu'on est en train de faire actuellement. Ça, c'est la dimension de la redistribution. Je dis, il y a un deuxième aspect. Quand on parle de justice sociale, oui, je suis. C'est la dimension de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle engage des éléments qui sont peut-être subtils, qui ne sont pas matériels, mais qui sont de l'ordre de la reconnaissance, du mérite, de la dignité. Or, les enseignants dans ce pays ont toujours été parmi les fonctionnaires les plus méprisés, les moins entendus. Comment vous regardez le fait que pour un temps de crise, le président de la République peut ouvrir la présidence de la République pour recevoir d'une certaine façon en masse un certain nombre de représentants de syndicats, etc., de la corporation de la santé, du pétrole, etc. Mais on ne le fait pas et les pour enseignants. Les enseignants. Ils ont été reçus, monsieur Owen, vous avez oublié cette partie. Non, c'est un groupuscule et j'assume ce que je dis. Non, je peux finir. Parce qu'il a cette fâcheuse tendance à... Mais vous faites il a cette fâcheuse tendance à interrompre et du coup ça... Voilà. Je finis en disant que à partir du moment où on va prendre conscience que la crise, elle est systémique et qu'elle est d'ordre de justice sociale, maintenant ce qu'il faut proposer, et c'est pourquoi j'ai interpellé à titre personnel quelqu'un que je connais, que je considère comme mon frère, je l'ai interpellé en lui disant... Je suis ton frère. Ah oui. Oui, mais il faut que les gens le sachent parce qu'il y a une longue histoire entre nous. Voilà, il faut que ceux qui sont aux affaires publiques et qui entourent le président aient le courage de lui dire, Monsieur le Président, on ne va pas résoudre le problème actuel parce qu'on va essayer de saupoudrer. On va le résoudre parce qu'on va prendre, et là j'emprunte les mots de mon cher Youssouf, des décisions courageuses. Et la décision courageuse qui semble s'imposer aujourd'hui, c'est sans doute d'aller vers des assises nationales de la fonction publique pour remettre à plat un certain nombre de choses pour que tous les fonctionnaires s'y reconnaissent. Oui, je vois. Merci. Merci à Jérémy, merci à Giovanni.
qui est aussi mon petit frère au passage, à mon petit frère également Youssouf. Merci à Pasteur Robin pour l'opportunité. Oui, tout ce que l'on s'est dit sur le plateau a un sens. Peut-être la façon de l'orienter peut être remise en cause. Je m'explique. Sur la légitimité, la légalité, nous avons vu, le président a reçu les représentants des organisations du pétrole, les représentants du secteur de la santé. Ça n'a pas fait du bruit. Pourquoi est-ce que quand il s'agit maintenant du secteur de l'éducation, des représentants même des magistrats, ça n'a pas fait du bruit. Mais pourquoi spécifiquement quand il s'agit de l'éducation, on doit exiger au président de recevoir tous les enseignants? Si tant est, non, là c'est plus, je suis en train de si tant est que nous revendiquons justement la justice pour tout le monde. La justice voudrait qu'on traite toutes les corporations de la même façon, qu'on ne donne pas le sentiment qu'on accorde du privilège à une corporation par rapport à une autre. Tout à l'heure, on a parlé effectivement en conclusion du fait que ce soit le même ministre qui puisse être toujours en fonction au niveau du secteur de l'éducation. Oui, c'est le cas, c'est une réalité que nous vivons. Mais ce que nous pouvons dénoter, c'est un problème de management sur l'utilisation justement de ces ministres. Dans un autre monde, quand quelqu'un était Premier ministre, il pouvait ordonner au ministre de l'Éducation nationale de suspendre les salaires, de radier. Mais aujourd'hui, on a un président qui est à la fois chef du gouvernement, qui estime que dans sa gestion, il ne veut pas entendre parler de radiation, de suspension de salaire. Donc, c'est pour dire en fait que c'est une question de management. Dans un autre monde, dans un autre monde, on avait un Premier ministre qui peinait à demander à son ministre de l'Éducation nationale de régulariser un bon nombre de situations, au point où ces situations se sont accumulées pendant plus de 10 ans. Non, c'est pas le procès du passif. Mais on a besoin de vendre la solution. Laissez-moi, voilà. Qui a laissé des situations s'accumuler pendant plus de 10 ans au point d'en devenir 27 000. De l'autre côté, on a un chef du gouvernement qui demande au même ministre, Manu Militari, si autrefois tu ne régularisais que 100, je demande à ce que tu puisses en régulariser 4 000. Entre 2024 et aujourd'hui, fin 2026, 2024-2025, on a près de 6 000 situations régularisées. On rajoute les 4 000 prévus pour 2026, ça va faire 10 000 en l'espace de 3 ans. Alors que comparativement sur 7 ans ou 14 ans, j'aimerais bien savoir combien de situations ont été régularisées. Malheureusement, il y a une volonté, il y a une volonté de résoudre le problème. Monsieur, il y a une volonté. Oui, s'il vous plaît, 30 secondes. Monsieur, s'il vous plaît. Non, du tout. Allons-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est compris. Allez-y, nous sommes au marque allez-y. Voilà. La justice administrative, elle est là. Et je suis d'avis. 30 secondes, je prends il faut qu'on arrive à résoudre le problème de façon globale. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à changer les mécanismes et les habitudes qui ont perduré pendant plus de 10 ans. Mais moi, je ne suis pas convaincu que c'est en 2 ans ou en 9 mois de mandature pour qu'on peut résoudre les problèmes Messieurs, s'il vous plaît. Non, messieurs, Jérémy Owonongema. Oui, Jérémy. Vos élèves nous regardent certainement. Donc, normalement, si vous demandez à votre élève demain, rendez les copies. Non, je mets un peu de patience. Non, c'était juste pour vous taquiner, rassurez-vous. J'aime bien l'esprit de ce débat, malheureusement il faut mettre un terme et nous fermons cette partie consacrée au débat. Faisons justement entre la dernière les cartons des invités. Les cartons des invités, le principe reste le même. 3 cartons, 3 couleurs différentes et 3 significations aussi différentes. Le carton vert pour féliciter une action, le carton jaune pour donner un avertissement comme au football. Et le carton rouge, un coup de gueule, tirer déjà une colère, pourquoi pas. Messieurs, compte tenu du temps qui nous est imparti, vous avez droit à un seul carton, donc à une seule couleur. On démarre par vous. Je prends le carton jaune. Je prends le carton jaune et je l'adresse au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale, notamment dans sa manière de communiquer. Parce que, hélas, dans sa manière de communiquer, on n'envoie pas les bons signaux aux enseignants. Mettre en scène des salles de classe où des gens donnent cours avec des élèves que l'on prend à gauche et à droite, ce n'est pas sérieux. Ça fait qu'on méprise la colère des enseignants. Mettre en scène une ministre qui va
dans les églises, mais qui ne peut pas prendre le temps de venir écouter les gens qu'elle administre, pour moi, là aussi, ce sont des mauvais signaux qu'on envoie. Donc, je voulais le dire, je le dis humblement, je le dis comme je le pense. Très bien. Giovanni Boulingi, votre carton. Évidemment, M. Oyon m'a précédé. Moi, j'aurais pris le rouge parce que justement, je voulais mettre un rouge à la communication gouvernementale sur cette question qui tend à diaboliser l'enseignant qui revendique des choses réelles. Et on oublie peut-être souvent que l'enseignant est d'abord parent d'élève. Et donc aucun parent d'élève n'a vocation à sacrifier son propre enfant sur cette situation. Et je pense que les solutions sont connues. Le problème, c'est le pragmatisme derrière qui fait défaut. On nous a présenté un homme comme un pragmatique de tous les temps, comme le Gabon n'en a jamais eu. Et maintenant, devant une situation précise qui convoque ce patriotisme et ce pragmatisme-là, on ne voit plus rien. Donc de ce point de vue, vous avez les solutions entre vos mains. Appelez vos partenaires que sont les enseignants et résolvez ces problèmes. On va combattre très rapidement votre carton. Très rapidement, le carton il est clairement rouge. Rouge aux vautours et aux charognards politiques qui continuent à se nourrir tels des vampires de cette crise, de cette peine des enseignants pour alimenter leur actualité politique, pour donner du sens à leur existence politique et passer le temps à prendre plaisir à cette crise-là, du moins à ce que l'on peut observer. Il y a ce sentiment-là quand même que plusieurs acteurs politiques ont décidé d'entretenir au maximum que possible à leur niveau cette crise-là en activant au maximum un discours, un narratif visant à donner le sentiment que personne au monde n'aime les enseignants, personne au monde ne veut le bien des enseignants, mais eux seuls veulent ce bien-là, alors qu'ils ont fait la démonstration hier, qui sont à l'origine de la peine terrible que subissent ces enseignants-là. Donc carton rouge à eux, de là où ils sont, j'espère qu'ils vont le recevoir. Très bien. Geoffroy Fumla Libeka, très rapidement. Moi, un carton jaune, c'est au gouvernement. Parce que le gouvernement aujourd'hui a la responsabilité, au regard de la reprise des cours, au regard de ces enseignants qui ont accepté de ne pas suivre le mot d'ordre de grève, notamment dans le cas de l'Est hier, arrêté par le mouvement SOS Éducation. Au regard de ces parents qui ont décidé de ramener leurs enfants en classe, le gouvernement a tout intérêt à consolider ses acquis, à comprendre en fait qu'il y a une ouverture et c'est justement à lui de travailler dans le sens de rassurer tout le monde, que cela soit les enseignants, que cela soit les parents, que cela soit les apprenants. C'est un carton d'avertissement au gouvernement pour qu'il puisse saisir cette perche qui a été tendue par les enseignants ayant accepté de reprendre les cours, par les apprenants et les parents. Très bien. Je vais également faire comme vous, messieurs, carton vert à vous et pour vous. Merci pour la disponibilité à cette heure tardive de la nuit. Merci de toujours répondre favorable à cette émission. Restez avec l'actu. Je rappelle qu'était avec moi Jérémy Ovonongema. Vous êtes enseignant de philosophie au lycée technique national Omar Bongo. Giovanni Boulingi, porte-parole du parti Ensemble pour le Gabon. Geoffroy Fumla Libeka, Makoso, acteur éducatif. Et surtout, vice-président du Conseil économique et social. Très bien. Youssou Pambouba, représentant de la calculette. Les restants du mouvement SOS Éducation. On de cette émission, restez avec la chance. Donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h10. N'oubliez surtout pas. Restez fidèles au programme de Télé Plus Afrique demain, 12h. Midi d'infos amené par Youssou Pambouba Kumba. N'oubliez surtout pas, cultivez-le d'ailleurs. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Bonsoir chez vous. Le Centre national des œuvres universitaires est pleinement mobilisé sur le site du restaurant de l'université Omar Bongo. Un vaste programme de réhabilitation et d'assainissement est en cours en vue d'une réouverture prochaine. Les équipes ont engagé un nettoyage en profondeur de l'ensemble du site, notamment à l'arrière du bâtiment, longtemps resté dans un état de dégradation avancée. Ordures, matériaux usés, équipements hors d'usage, arbres et herbes envahissantes ont été dégagés afin de redonner au site un environnement sain et sécurisé. Parallèlement, des travaux de peinture et de remise en état des murs sont en cours, accompagnés d'interventions techniques visant à améliorer la salubrité, la fonctionnalité et l'aspect général du restaurant.